CKC 730. Le pouvoir des mots. Le journal du midi. Section sport. Éric Lucas va disputer le combat le plus lucratif et le plus important de toute sa carrière le 15 juin au Caesars Palace à Las Vegas. Il va affronter l'Américain Roy Jones Jr. dans un combat de championnat du monde des superpoids moyens. Éric Lucas, bonjour. Oui, Éric, bonjour. Bonjour. Alors, un autre Québécois qui va aller percer de l'autre bord, magnifique. Ça doit être énervant d'apprendre que tu vas monter dans l'arène du Caesars Palace et pour un championnat mondial, tu joues le tout pour le tout, là. Oui, c'est sûr, mais comme je suis le négligé là-dedans, j'ai rien à perdre, fait que c'est tout à mon honneur de me présenter là et être confiant. Mais tu as une fiche de 31-0-0. Ça, c'est la fiche de mon adversaire. Ah, c'est la fiche de ton adversaire. Et Oui, la oui. tienne? Et la tienne? C'est une fiche de 18-2-2. 18-2-2. Oui. Et tu dis, je n'ai rien à perdre, sauf à gagner 200 000 $. Certain. Je vois là, j'ai la chance de me battre avec le meilleur boxeur au monde, livre pour livre, de me battre pour un championnat du monde, puis en plus d'avoir quand même une bonne bourse raisonnable. Fait que c'est certain que c'est tout à mon avantage de me présenter. Quand tu te présentes pour une bourse de la sorte, il va sortir combien net pour toi, là, à peu près? Ah, présentement, il ne faut pas vraiment le dire parce que là, il y a aussi l'impôt et tout ça, mais aussi les frais d'entraînement, ces choses-là. Fait que j'ai aucune idée combien ça va coûter se préparer pour ce combat-là, mais c'est certain qu'on va mettre le paquet pour être le plus en forme possible et nous donner le plus de chance aussi. Et la plus grosse bourse que tu as connue dans ta jeune carrière, c'est celle que tu as récoltée à Lyon, en France, il n'y a pas tellement longtemps, qui était l'ordre de combien? C'était de 100 000. 100 000. Oui. Ça commence intéressant, un jeune boxeur québécois qui entre vraiment dans la Ligue internationale. Oui, c'est plaisant. C'est le fun de voir que après le combat de Tiozo, qu'on a aimé la performance que j'ai offerte, puis qu'on m'offre encore beaucoup d'offres. On n'a pas eu seulement Roy Jones, qu'on m'offre, mais il y a eu beaucoup d'offres ces derniers temps. Puis Roy Jones était certainement la plus alléchante, c'est pour ça qu'on l'a pris. Tiozo, est-ce que, en principe, il devrait te accorder un combat revanche? Non, je crois pas. Lui, c'était une défense de son titre. Si je l'aurais battu, ça aurait été à moi et lui donner une revanche. Mais Tiozo, comme on sait, j'ai boxé dans une catégorie au-dessus de ma catégorie normale. Puis qu'on n'est pas intéressé à boxer vraiment chez les Milo. Si on nous offrait une autre offre, puis elle serait intéressante, c'est certain qu'on y penserait. Mais là, j'aime mieux boxer dans mon poids. Où est-ce que je vais affronter Roy Jones? Combien tu pèses, toi, Éric? Mon poids de combat, c'est 168. Mon poids normal que je vais me tenir, c'est aux alentours de 180. Et tu mesures? 5 pieds 11. Maintenant, admettons que tu gagnes. Tu pourrais te proclamer le champion des super moyens. Oui, c'est à plein ça. Incroyable. Ça veut dire que tu seras obligé de rester aux États-Unis. Tu pourrais plus revenir et restimuler la boxe à Montréal, qui en a tant besoin, puisqu'il y aurait plus de gars de ton calibre, quoi. Non, mais c'est certain que si je remporterais une victoire là, qu'on essaierait de boxer le plus souvent possible ici, on essaierait d'amener la boxe, justement, amener les Américains vers chez nous. C'est certain qu'on devrait livrer quelques combats aux États-Unis, mais c'est ça. Moi, ce que j'aimerais le plus, c'est boxer par ici. À ton retour à Montréal, ça veut donc dire que des gars comme Stéphane Ouellet ou Alex Hilton, là, ne pourraient plus être inscrits dans ton palmarès? Ben, de toute façon, les autres ne sont pas dans la même catégorie. Stéphane est un partenaire d'entraînement avec moi, on s'entraîne ensemble, on a le même gérant-entraîneur, tandis qu'Alex, lui, est dans une catégorie à 160, 154. Moi, je boxe plus haut, fait qu'on n'a pas de chance de s'affronter vraiment. Est-ce que tu crois vraiment à la relance de la boxe à Montréal? Ça fait 5-6 ans qu'on en parle, puis on hurle, puis on en parle, puis il n'y a pas moyen de la relancer. Est-ce que tu crois qu'à un moment donné, on va traverser le tunnel pour vraiment lui donner ses lettres de noblesse, comme en 82-83? Moi, je crois que oui, parce que présentement, il y a on a un boxeur comme Arturo Gatti, qui est aux États-Unis, qui performe gros, qui est un Montréalais, qui est champion du monde. Fait que déjà là, ça fait déjà un bon nom pour la boxe ici au Québec. S'il pourrait venir boxer un peu par ici, ça attirerait du monde. Puis aussi, tous les combats qu'on a présentement, comme là, on me donne la chance d'aller sur la scène internationale, puis on peut amener ça ici aussi. Fait que je pense qu'on a des bonnes opportunités de relancer la boxe comme il faut. Quel âge as-tu, Éric? Présentement, 24 ans. 24 ans. Quel est le boxeur qui t'a le plus influencé, qui est le plus beau pour toi? Moi, dans une couple d'années, c'était au point mondial, c'était Sugar Ray Leonard. Puis par ici, locaux, c'était Matthew Hilton que j'aimais bien. Matthew, oui. Qui a été sûrement l'un des plus beaux boxeurs que le Québec a produit. Dans le temps qu'il était champion, je l'aimais bien. Ah oui? Et Éric, donc là, tu t'en vas à Vegas. Est-ce que c'est énervant de savoir que tu vas monter dans cette arène qui est
la Mecque de la boxe, un peu comme le Forum qui était la Mecque du hockey. Oui, c'est sûr que ça va être spécial. Je pense qu'on va passer, on va aller là pratiquement une semaine d'avance. On devrait passer toute qu'une semaine, c'est assez, comme j'ai passé en France, ça avait été impressionnant, tout ce qui entourait le combat, puis je pense que ce qui m'attend à Las Vegas, ça va être encore plus gros, puis je pense que ça va être le fun à vivre, mais je deal bien avec la pression, fait que je ne devrais pas me causer de problème. Tu as aimé la France? Oui, beaucoup. Ah oui? Et tu as aimé sûrement les États-Unis. Tu as déjà boxé aux États-Unis? J'ai boxé à deux reprises, une fois à Atlantic City, au début de ma carrière, puis une fois à Philadelphie. Mais là, à Las Vegas, j'avoue que ça va être vraiment gros. On te souhaite bonne chance de tout cœur, Éric, et bien sûr qu'on est avec toi. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est le boxeur Éric Lucas qui va disputer le combat de sa vie le plus lucratif et le plus important de sa carrière, le 15 juin, pour un petit Québécois monté dans l'arène du Caesars Palace. C'est quelque chose à Las Vegas. Il va affronter l'Américain Roy Jones Jr. dans un combat de champion du monde des super poids moyens. Et il a une bourse de 200 000 qui l'attend. C'est un sommet pour un boxeur québécois. Eh bien voilà, puis de sport en sport, je pose une question en rapport avec mon petit concours. Revenons à notre sport national, qui est notre religion, le hockey. D'ailleurs, je veux féliciter Mario Tremblay, toute son équipe, et Vincent D'Anfous et le petit Jocelyn Thibault. Quelle révélation, et surtout Vincent qui vraiment a secoué sa léthargie, comme dirait feu Jacques Beauchamp. Et nous sommes très fiers de ton équipe. Mon vieux Marion est avec toi. Je souhaite bonne chance à mon ami Denis ce soir, car les Blackhawks, c'est ce soir qu'ils vont jouer. Et mon ami Denis, on est toujours avec toi, même si tu es loin de Montréal, à 900 000. Dis-toi bien que ton président de fan club est toujours là pour souhaiter que tu performes bien durant ces finales pour qu'on puisse t'offrir une autre place l'année prochaine au sein des Blackhawks de Chicago. Maintenant, la question que je pose aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour notre concours, c'est un prix, c'est le dernier tirage des éditions Transcontinentales qui publie ce magnifique livre que vous pouvez trouver en librairie. Il est très beau, à 39,95. Les glorieuses histoires du Canadien de Montréal en images, plusieurs images d'hier, l'époque des 6 équipes avec Maurice Richard, des photos uniques qu'on n'a jamais vues de Maurice Richard, l'époque de Momo, quoi, quand il est maintenant le forum avec les colonnes. Il y en a de ces photos-là. Alors, à quel âge Maurice Richard a quitté le club de hockey canadien? C'était en septembre 60. Quel âge avait atteint Maurice Richard au moment où il a annoncé qu'il accrochait les patins? Donc, à quel âge Maurice Richard a quitté le club de hockey canadien? Vous pouvez composer, on débloque la ligne des concours, c'est le 790-0231. 790-0231. Alors, c'est en plein ça, je vous dirai pas l'âge tout de suite. Je rappelle que François Saint-Louis, du mouvement aussi pour le Québec français, qui organise toute une assemblée chez les Pères Saint-Sacrement, ça va se passer au 44-52 Saint-Hubert, donc le 24 avril à 19h. J'aurai le plaisir d'être un des conférenciers au 271-3638. Je vais parler du recul du français dans nos médias, écrits et bien sûr télévisés et radiophoniques encore plus. 271-3638, ça va se passer au 44-52 Saint-Hubert, mercredi le 24 avril à 19h. Nous allons céder pour le gros bulletin et nous reviendrons à midi. On va parler avec le frère de Nelson Perrault qui trouve ridicule cette nouvelle de la police, voulant que son frère, Nelson, c'est Benoît qui parle, soit celui qui aurait pu abattre la policière Odette Pinard. Vous aimez les grosses têtes de Paul Hood? Et après, j'écoutais justement l'opéra de Mozart, Die Fledermaus. Hier après-midi, j'ai mangé 80 ailes de poulet. Mon Dieu Seigneur, viens me réchauffer, mon bouchon. Viens donc là. C'est 9 cm que ça prend pour que l'école bleue intervienne, Cherkan. Pas 15, pas 17, pas 6. 9 cm exactement, Cherkan. Soyez des grosses têtes. L'émission, tous les samedis de 9h30 à 10h à CKAC 730 Montréal. Les nouvelles. Une présentation de Pineuf Dodge Chrysler où se déroule la super vente du méchant malade. Pineuf Dodge Chrysler, 9350 boulevard Pineuf, au nord du métropolitain. Radio Média présente Dimension.
manchette ce midi, coup de théâtre dans le monde de la télédiffusion. Vidéotron met la main sur la télé privée et le câble. Je suis convaincu que les actionnaires de CFCF se rendront comme moi à l'évidence. La transaction annoncée aujourd'hui est dans l'intérêt de tous. Une locataire prestataire d'aide sociale à gain de cause sur un propriétaire. C'est la première fois que c'est aussi clairement le fait d'être prestataire de sécurité du revenu fait partie de la condition sociale. Ici Christian Richard à Montréal. De nombreux renseignements sont transmis aux policiers sur la bande vidéo où l'on voit les assassins de l'Assomption à l'œuvre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Louis Gosselin. Bien, toute une surprise ce matin dans le monde de la télévision au Québec. Vidéotron lance une offre publique d'achat sur toutes les actions de CFCF incorporées. En termes plus clairs, ça signifie que l'entente d'échange entre Vidéotron et CFCF ne tient plus et que la famille Pouliot va tout céder à la famille Chagnon. Alors, Jules Bordelot vient d'assister à la conférence de presse donnée par les dirigeants des deux empires. Jules, expliquez-nous d'abord cette transaction. Bon, d'abord, disons que l'offre d'achat de Vidéotron est évaluée à 367 millions de dollars. Vidéotron prend le contrôle de la câblo-distribution et de la télédiffusion privée à toute fin utile à Montréal. Vidéotron devient donc propriétaire de Télévision 4 saisons, CFCF 12, CFCF Câble, en plus évidemment de conserver Télémétropole et Vidéotron Câble. Par contre, Vidéotron a précisé en conférence de presse qu'il entend se départir éventuellement de CFCF 12. La famille Pouliot, elle, qui était jusque-là propriétaire majoritaire de CFCF, se retire complètement et vend donc l'ensemble de son entreprise. La grande question, évidemment, c'est de savoir est-ce que Vidéotron va fermer 4 saisons ou vendre cette station. Eh bien, le vice-président du groupe Vidéotron, Claude Chagnon, dit qu'il n'en est pas question. Télémétropole et 4 saisons seront donc maintenues, fonctionneront de façon indépendante. Et M. Gagnon pense pouvoir convaincre le CRTC qu'il s'agit d'une transaction dans l'intérêt de tout le monde. On va l'écouter à ce sujet. Tout ce qu'on ajoute à ce que le groupe Vidéotron a déjà, ce qu'on peut ajouter, c'est 4 saisons. La question va peut-être venir. Je pense que CF12, qui est une belle entreprise, pour nous, ne faisait pas partie de nos objectifs. Ce n'est pas un objectif de concentration de presse que l'on vise, mais de consolidation au niveau du câble. L'entente, Louis, entre Vidéotron et la famille Pouliot a été annoncée 1 heure seulement avant la tenue de l'Assemblée des actionnaires de CFCF. On s'attendait, en fait, on craignait le rejet de cette transaction conclue précédemment entre Vidéotron et CFCF. L'Assemblée a donc été annulée. L'offre d'achat public annoncée ce matin sera lancée d'ici le 29 avril. On s'attend à ce qu'elle obtienne cette fois-ci le feu vert puisqu'il s'agit de 93 millions de plus qui sont offerts aux actionnaires. 93 millions de dollars de plus que ce qu'offrait une autre compagnie, soit Cogeco, pour se porter acquéreur des activités de CFCF. Bien, merci Jules Bordelot. Et puis, on a entendu ce matin les nouveaux patrons Vidéotron dire que cette entente assurait l'avenir de Télévision 4 saisons. Marc-Yvan Coulombe s'est rendu à 4 saisons ce matin. Comment est-ce qu'on réagit là-bas, Marc-Yvan? En fait, ici, on peut lire l'incertitude, je pense bien, sur tous les visages. Louis, ici, c'est vers 9h45 que le grand patron a convoqué tout le monde pour leur annoncer la nouvelle, c'est-à-dire leur dire, en fait, que la famille Pouliot se retirait de l'entreprise sans préciser quel sort le nouveau propriétaire réserve aux employés de TQS et CFCF, comme l'admet Camille Larose, des relations de presse de TQS. Je pense que non, même M. Pouliot n'avait pas l'air de savoir ce que ça implique, par exemple. Ce que j'ai bien compris, c'est que la famille Pouliot se retire éventuellement, va assurer la transition pendant quelques mois, mais éventuellement se retire vend ses actions, donc se retire de tout. Donc vous ne connaissez pas les intentions de... Non, il faut aller il faut aller les demander à eux. Là. Ils achètent, alors c'est à Vidéotron maintenant à gérer la chose et à prendre des décisions. Puis je pense pas qu'ils vont les prendre. Eux-mêmes ont assuré qu'ils interféreraient pas du tout dans les compagnies avant un bon bout de temps, là, avant que la transaction soit faite et tout. Alors je pense qu'on a une bonne année avant qu'on connaisse les répercussions exactes de cette transaction-là sur notre petit travail à chacun ici. Là.
Mme Larose affirme d'autre part que la programmation d'été de TQS est prête et que malgré l'incertitude, on va continuer de préparer la programmation d'automne. Voilà. Bien, merci Marc-Yvan Coulombe. Autre sujet maintenant, victoire importante pour les prestataires de l'aide sociale. Le tribunal des droits de la personne vient de condamner un propriétaire qui a refusé de louer un logement à une mère de famille parce qu'elle était une assistée sociale. Pierre Leboeuf a plus de détails. En janvier 1994, un propriétaire de Saint-Léonard, Nicolas Laniro, refusait de louer son logement à une mère de 3 enfants, Francine Gilbert, parce qu'elle était prestataire d'aide sociale et craignait d'avoir des problèmes avec elle. Le tribunal des droits de la personne vient de le condamner à verser 2 700 $ à la plaignante à titre de dommages moraux et exemplaires. Il s'agit d'un précédent et d'une importante victoire pour les assistés sociaux qui ne pouvaient pas évoquer leur statut de prestataire comme motif de discrimination à leur égard. Claude Cousineau du Front commun des assistés sociaux. Il y avait eu quelques décisions qui disaient que d'être prestataire de la sécurité du revenu, ça faisait pas partie de la condition sociale. Donc, à la limite, la réponse des tribunaux était « Vous pouvez discriminer les personnes qui reçoivent la sécurité du revenu parce que c'est pas un motif interdit. » Les défenseurs des droits des assistés sociaux se réjouissent donc de ce jugement et espèrent même qu'il pourra servir dans d'autres causes de discrimination impliquant, entre autres, le ministère de la Sécurité du Revenu lui-même. Pierre Leboeuf, Radio-Média, Montréal. De nombreux renseignements ont été fournis aux policiers à la suite de la diffusion de la bande vidéo montrant des voleurs ouvrant le feu sur un préposé de station-service à l'Assomption. Mais les enquêteurs sont à vérifier ces informations et on a bon espoir de retracer les assassins, comme l'explique Christian Richard. En ouvrant le feu sur Carl Champoux vers 1h mercredi matin, les 4 malfaiteurs qui voulaient voler les recettes du Petro-Canada à l'Assomption ignoraient sans doute que leur geste était capté par des caméras vidéo. La présentation d'extraits a permis aux policiers de recueillir de précieuses informations. L'agent François Doré. La diffusion de la bande de surveillance a permis aux policiers de recevoir de nombreux appels, plus d'une dizaine d'appels. Chacune de ces informations est à être vérifiée de façon minutieuse. Il ne faut pas oublier que la plus petite information, même celle qui apparaît inutile au public, pourrait nous aider. La victime a été abattue de plusieurs projectiles au thorax et les 4 voleurs ont pris la fuite sans pouvoir s'emparer de l'argent du commerce. Petro-Canada offre maintenant une récompense de 5 000 $ pour quiconque permettra de débusquer les voleurs devenus assassins. Christian Richard, Radio-Média. À Montréal. Un incendie vers 4 heures ce matin a fait 2 morts à Lassar, en Abitibi. Les 2 victimes sont une femme plutôt âgée et un enfant en très bas âge. Le feu aurait pris naissance à cause d'un problème électrique. Il y a 1 an exactement aujourd'hui, une forte explosion faisait 168 morts et plus de 500 blessés à Oklahoma City. Ce matin, des centaines de personnes s'y sont rassemblées pour des cérémonies commémoratives. Les familles des victimes et les personnalités présentes ont observé 168 secondes de silence en hommage aux disparus. Un sommet du G7 élargi à la Russie s'est ouvert à Moscou pour discuter d'un renforcement de la coopération en matière de sûreté nucléaire. Le président américain Clinton a été le dernier des invités à entrer dans le Grand Palais du Kremlin où le sommet a commencé par un dîner de travail. Le sommet associe le président russe Boris Yeltsin, hôte de la rencontre, et les chefs d'État ou de gouvernement des États-Unis, du Canada, du Japon, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Italie, de France, ainsi que le président de la Commission européenne. Il est 11h53. Ici Radio-Média, le plus important réseau privé d'information au Québec. Un coup d'œil à la météo, voici José-Élise Paquet. Au cours des prochaines heures, c'est un front chaud qui nous influencera. Donc, sur Montréal, déjà, on ressent l'ennuagement. Ça devrait nous donner probablement des averses en fin de journée. L'Outaouais, des averses de pluie à prévoir un petit peu plus tard, en après-midi. Les Laurentides, ça sera, si ce n'est pas déjà le cas, ça s'en vient très, très vite. À la hauteur de Sherbrooke, Trois-Rivières, on observera un ennuagement graduel cet après-midi. Québec, très, très beau. Roberval, ça s'ennuagera graduellement, tandis qu'à Chicoutimi, on aura là une belle journée sous le soleil avec des passages nuageux. D'ailleurs, même scénario pour le bas du fleuve. Et à la hauteur de Gaspé, on observera un dégagement graduel cet après-midi. Tout ce temps-là, en Abitibi-Témiscamingue, ça devient de plus en plus nuageux, puis il faut s'attendre à des averses de pluie. Beaucoup plus doux aujourd'hui avec un maximum entre 6 et 16 degrés. Merci. Le dollar canadien est en hausse de 5 centièmes de point ce midi. Il vaut actuellement 73,41 en devise américaine. Il est presque 11h54. Ici Louis Gosselin. Bon après-midi. De retour au Journal du Midi dans un instant. CKC 730, Montréal. Alors, je rappelle, il y a encore de la place. Il n'y a toujours qu'une seule personne qui a répondu à cette question à propos du beau livre « Les glorieux histoires du Canadien ». À quel âge Maurice Richard a quitté le club de hockey canadien?
Il y a encore 2 livres à faire tirer. Exceptionnellement, on a de la misère à répondre aujourd'hui. À propos de l'affichage dans son magasin de Pointe-Claire, Robert Flagman d'Aventure électronique s'explique. Il a été manipulé par la photographie de la Gazette, encore une fois. Le journal du midi. Section policier. Le frère de Nelson Perrault trouve ridicule cette nouvelle de la police, voulant qu'il soit celui qui aurait pu abattre la policière Odette Pinard. Ça s'est passé le 27 novembre 1995, ne l'oublions pas. On dit qu'avec sa chevelure blanche abondante, Nelson Perrault répondait à plusieurs points à la description qu'on a faite du présumé assassin de l'agente Pinard. Toujours est-il que dans les jours qui ont suivi le meurtre de la policière Odette Pinard, les enquêteurs ont fait circuler dans leur poste cette photo de Nelson Perrault. Le frère de Nelson, Benoît Perrault, trouve ridicule cette comparaison et a même devant lui les photos et le portrait robot. Monsieur Benoît Perrault, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrault. Oui, c'est assez décourageant. Vous, évidemment, vous le dites sur la place publique, vous n'avez pas peur de le dire, votre frère n'était pas un ange, mais de là à l'accuser comme ayant été celui qui aurait abattu Mademoiselle Pinard, vous ne marchez plus? Si mon frère aurait été un témoin, un des témoins principaux soupçonnés dans la cause de Mademoiselle Pinard, là, que je déplore malheureusement sa mort, là, on pourra pas la ramener, la pauvre dame, là. Mais si mon frère aurait été un témoin potentiel, pourquoi alors les policiers n'ont pas été chercher mon frère si vraiment il y en était un ou il y en était un témoin potentiel? Première question. Deuxième question, vous avez le portrait robot devant le nez, là? Oui, comme dans tous les journaux, ça a circulé partout, oui. Oui, et puis, est-ce que vous admettez qu'il y a quelques similitudes où il y a des points, comme dit M. Ostigui, le lieutenant, plusieurs points qui répondent à la description, la chevelure blanche? Ben, écoutez bien, la chevelure sur le portrait robot est très, très blanche. Mon frère avait les cheveux blancs, mais le fond de la tête noire. Alors moi, sur le portrait robot, je ne vois pas le fond de la tête noire. Mon frère, il a tout le temps eu les cheveux peignés par en avant, autrement dit. Sur le portrait robot, qu'est-ce que je peux voir, à moins que j'aurais besoin des lunettes, là? La personne en question est peignée par en arrière. Un autre point? Alors, je pense que la longueur des cheveux, ben là, c'est discutable, là, mais là, de là à dire que c'est ondulé en arrière, est-ce que je cherche un cheveu blanc, M. Proulx? Vous en avez des cheveux blancs? Oui. J'en ai des cheveux blancs. Un cheveu blanc, ça ondule pas, ça vient raide comme un porc-épic. Généralement. C'est des cheveux morts, autrement dit? Exactement. Alors, il y a quelque chose qui marche pas. Le seul moyen d'avoir un cheveu ondulé, ça soit que tu te fasses donner une permanente. Monsieur Perrault, votre frère habitait dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, hein? Oui. Puis tout ça, ça s'est passé à Cartierville? Oui. Est-ce que c'est un quartier où il se tenait? Écoutez-vous bien, là, pas à ma connaissance, là. Pas à ma connaissance, là. Est-ce que ça vous apparaît un peu bâclé? C'est une échappatoire, la police veut dire, bon, ben, l'enquête est réglée, le gars est mort maintenant et on pense que c'était lui. Écoutez bien, je veux pas m'avancer dans rien, là, mais disons que la question est que si on revient encore à la première question. Si mon frère est un témoin potentiel, pourquoi alors ils n'ont-ils été pas le voir? Puis deuxièmement, si on regarde sur la photo du portrait robot, une chemise karaté comme ça, parce que moi, je l'ai entendu, moi aussi à la radio, quand Mme Pinard s'est fait tuer, quand ils ont sorti le portrait robot 3-4 mois après. Alors, ils ont dit que la personne en question mesurait environ 5 pieds 10, 5 pieds 11. Et votre frère? Mesure à peu près 5 pieds 8, 5 pieds 8 et demi. Là, je suis pas exact, là. Je veux dire, moi, je mesure 5 et 8. Je pense qu'on était à peu près la même grandeur, peut-être un demi-pouce plus grand, lui. Puis, deuxièmement, mon frère n'a jamais porté de chemise karaté. C'était pas son style de vêtements préférés. M. Perrault, cette histoire est arrivée le 27 novembre. Est-ce que vous savez si le 27 novembre, votre frère était sorti de tôle? Moi, je me suis informé là-dessus. J'aurais aucune précision avant la fin de l'avant-midi. Parce qu'on ne veut pas vous les donner au téléphone à la police. On veut vous voir en personne pour voir si vous êtes vraiment le frère. Non, c'est pas la police. Je me suis informé à une place que mon frère, normalement, devait avoir des contacts. Puis la personne en question m'a dit qu'elle n'était pas disponible avant telle heure. Alors, je vais me présenter en personne, je vais montrer mes preuves d'identité, puis on va répondre à la question s'il était en libération conditionnelle ou s'il était en prison. Ce que je comprends pas, comment la police peut-elle dire que ça aurait pu être lui qui a abattu la policière Odette Pinard? Vous me posez une très bonne question, M. Proulx. Premièrement,
d'où cette histoire sort-elle? Êtes-vous capable de me répondre? Mais c'est ça. Est-ce qu'on l'a déjà questionné en rapport avec cette affaire-là? Moi, j'ai aucune idée. J'ai dit, si le sergent ou le lieutenant Ostigui pensait ou pense que mon frère peut avoir eu quelque chose à faire, est-ce qu'il... Peut-être qu'ils l'ont déjà questionné, peut-être qu'ils l'ont pas questionné. Ils pourraient prendre contact avec moi, passer par vous, puis me demander une couple de questions. Là, j'accuse pas la police d'avoir été, de savoir mis les pieds dans les plats en sortant quelque chose. Si c'est vraiment eux qui ont sorti ça, on le sait pas. Mais là, c'est à savoir, j'aimerais savoir qui a parti l'histoire ou de quoi qui se base pour avoir un suivi de cette histoire-là. Mais c'est quand même les enquêteurs de la CIUM qui ont fait circuler là, dans leur poste la photo de votre frère. Est-ce que c'est certain que c'était la photo de mon frère? Pour vous, est-ce que j'aimerais avoir la réponse du fameux poste de police, là, où est-ce que Mlle Pinard travaillait? Imaginez-vous, si c'est le cas, c'est vite bâclé et ça permet à la police de ne pas donner la récompense. Et pendant ce temps-là, le gars est toujours en liberté et est mort de rire. Ben, à ce que je sache, là, je pense que la personne en question est encore en liberté. Jusqu'à preuve contraire, il va falloir qu'il me prouve que mon frère est un témoin potentiel. Puis deuxièmement, il va falloir qu'il me prouve que mon frère l'a tué. Mais quand ils font circuler la photo de Nelson à titre de suspect potentiel, ils doivent la coter à côté du dessin en question. Alors, est-ce qu'il y a des similitudes, les joues gonflées, dégonflées? Est-ce qu'il y a la pommette des joues semblables au dessin? Il y a tout ça. Il n'y a pas que les cheveux aussi qu'on peut contester. Ah, ben, eux autres, ils se basaient, si je me souviens bien, que la conférence de presse que M. Ostigui a donnée il n'y a pas trop longtemps, eux autres qui disaient que la caractéristique primordiale de la personne en question, c'était ses cheveux blancs, totalement blancs. Vous vous en souvenez de ça, M. Proulx? Oui, très bien. Alors, moi, d'après moi, là, que si j'ai bien compris, est-ce que je cherche pas ça? Je pense que le lieutenant Ostigui a bien précisé que la caractéristique principale de la personne recherchée, c'était ses cheveux blancs. Abondamment blancs, mais si on en regarde sur le portrait robot, la chevelure en arrière est ondulée. Puis un cheveu mort, comme je vous expliquais, c'est un cheveu qui a l'air d'un porc-épic, parce que moi, j'en ai des cheveux blancs, vous en avez, puis on a à peu près la même coupe de cheveux, puis on a l'air deux porc-épics le matin quand on se lève. Puis quand on se couche. Puis si on s'est fait couper court les cheveux, on a l'air bien plus d'un porc-épic qu'on a l'air d'un punk. Vous avez tout à fait raison. Mais le fait que ce meurtre est arrivé le 29 novembre, il serait bon de savoir si votre frère est en liberté. Oui. Le 27 novembre, pardon. C'est pas un problème, mais je veux dire, je vais rencontrer la personne en question. La personne a dit qu'elle pouvait probablement me donner les renseignements. Si elle veut bien me donner les renseignements, on pourra se recommuniquer, puis je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il y en a. Si mon frère est en transition, je vous le dis. Puis si mon frère est en dedans, je vous le dis. Mais j'aimerais bien avoir des nouvelles du sergent Ostigui, moi, ou du lieutenant Ostigui. La personne, c'est M. Ostigui qui s'occupe du dossier. Exact. Et de toute façon, qu'il ait été en liberté ou pas, ça prouve rien encore. Non, monsieur. Mais on n'est pas accusé tant on n'est pas coupable tant qu'on n'a pas été reconnu coupable. Merci beaucoup, M. Perrault. Merci, M. Proulx. Au revoir. Benoît Perrault est le frère de Nelson Perrault, retrouvé sans vie dans une cellule de la police de la CIUM. Et toujours est-il que son frère trouve pas mal ridicule cette nouvelle de la police, voulant que Nelson soit celui qui aurait pu abattre la policière Odette Pinard. C'est arrivé le 27 novembre, et on ne sait même pas si le 27 novembre, Nelson Perrault était en tôle ou libéré. Tous les jours en semaine à 17h30, ne manquez pas le commentaire sportif de Pat Burns, une présentation de l'Hippodrome de Montréal. L'Hippodrome de Montréal, c'est plus qu'une piste de course sous harnais, c'est aussi le plus grand site au Québec d'appareils de loterie vidéo. 125 appareils vous attendent de 11h le matin à 3h du matin au deuxième étage de l'estrade populaire. Ne manquez pas le commentaire sportif de Pat Burns, une présentation de l'Hippodrome de Montréal, métro Namur, angle Décarie et Jean Talon. Le journal du midi. Section linguistique. Eh bien, c'est bien triste de voir que le débat autour de la loi 101 est revenu encore une fois sur la place publique et il y a des émotions qui vont se soulever, évidemment. Jusqu'à maintenant, on ne rouspétait pas, on regardait la loi, elle était là, on l'avalait, même si certains ne l'aimaient pas nécessairement. Et cette semaine, je m'en suis pris, non pas à M. Robert Flagman, et je ne veux pas m'en prendre à M. Robert Flagman, qui est le président et propriétaire de la chaîne d'aventure électronique. Mais j'ai été un peu déçu de voir que cette chaîne avait été la première, en quelque sorte, à se plier à certains fanatiques qui, lorsqu'ils voient trop de Français,
eh bien, deviennent complètement hystériques. Toujours est-il qu'on parle de remettre en cause la loi 101, de la resserrer, peut-être de l'élargir, et M. Flagman a entendu mes propos avant-hier, justement, et je ne peux pas faire autrement que de lui dire que je me suis emporté. M. Flagman, bonjour. Bonjour. Oui, enfin, si je vous ai blessé personnellement, ce n'est pas vous que je voulais viser, ni votre entreprise. Mais quand j'avais cette damnée photo de la Gazette, par exemple, où on montre votre magasin English Signs Hang Adventure Electronic in Fairview, et je vois ici Nothing to pay until January 97, Best Prices, Guarantee. Je vois pas de français. Là, je me dis, est-ce qu'Aventure électronique, pour faire de l'argent, est prêt à n'importe quoi? Et c'est pour ça que j'ai fait une allusion un peu méchante. Mais c'était trop méchante, je m'en excuse, M. Flagman. Mais comment m'expliquer que vous êtes le premier parmi les grandes chaînes alors qu'Eaton, Sears et Labbé n'ont pas cédé? J'apprécie que vous dites qu'elle est méchante, elle était mal placée. Dans le journal, vous avez une photo prise par je ne sais qui, mais qui prend que 2 annonces qui sont anglophones. Dans ce magasin qui est de 30 000 pieds carrés, vous avez à peu près 30 enseignes. On a toujours respecté la loi 101, la loi linguistique du Québec, et on continuera à le faire. Maintenant, si vous avez l'information que d'un côté, c'est certain que vous ne pouvez pas porter un jugement de valeur qui est correct. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné de voir qu'on laisse savoir, vous me dites, parce que la loi 86 permet de l'anglais, en autant qu'on applique le 2 pour 1. On voit par ailleurs qu'Eaton, Sears et Labbé disent, nous, on applique la loi 101, point à la ligne. On est en train de vous isoler comme celui qui va être opportuniste en faveur de ces espèces de fanatiques qui, dès qu'ils voient du français, deviennent des fous furieux. Vous savez, on nous isole souvent, et pour moi, ce qui est important, c'est ce que nous faisons. Nous devons respecter les lois, ce que nous faisons. Nous devons respecter notre consommateur, c'est ce que nous faisons. Maintenant, ce que les autres font, c'est bien, mais en ce qui me concerne, c'est à moi de prendre des décisions à l'intérieur de notre organisation. Mais ce qui est agaçant pour vous, M. Flagman, c'est que les médias ou la Gazette vous fait voir comme celui qui a désobéi pour plaire à ces gens-là, alors qu'Eaton est un héros, Labbé, Simpson, Sears sont des héros là-dedans. Alors que c'est pas le cas. Vous me dites que vous appliquez bel et bien la loi 86. Mais oui, mais peut-être que la Gazette a fait un petit peu comme vous hier. Tout le monde prend certaines décisions sans pour ça aller au fin fond des choses. Maintenant, je ne peux pas empêcher qui que ce soit de faire un travail, qu'il soit correct ou non. Je dois simplement m'occuper de mon consommateur. Il faut absolument que le droit à la clientèle soit de l'avant. Et puis c'est tout, qu'il soit anglophone, qu'il soit francophone, tout en respectant les lois, ce que nous avons toujours fait, et on a été même au-delà de certaines choses, et puis c'est tout. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Vous dites peut-être j'ai fait comme la Gazette, mais la Gazette, elle a délibérément photographié pour vous réduire ou vous isoler, alors que moi j'ai pris le mort aux dents, je m'en confesse d'ailleurs d'avoir pris le mort aux dents. Mais Monsieur Flagman, quand même, ça fait combien d'années que vous êtes au Québec, là? Ça fait 45 ans. Et je vois que vous êtes un fier francophile. Est-ce que vous êtes séfarade du Maroc ou des pays de l'Est? Non, des pays de l'Est. Mes parents sont arrivés en Europe à l'âge de 18 ans, ont appris très très vite le français. Nous avons émigré en 51 au Québec, justement parce qu'on voulait rester dans la culture française. Mes enfants ont été dans des écoles francophones, même s'il fallait qu'on paye pour qu'ils soient éduqués en français. On a participé à un développement à Chemédy d'un département culturel francophone. On a toujours été, on est en fin fond de nous-mêmes pour la culture française, pour la langue française. Mais on est au-dessus des politiques. J'étais, à l'âge de 12-13 ans, je faisais partie des jeunesses communistes. Et arrivé au Canada, je voulais continuer la politique, mais on me parlait à l'âge de 15 ans, en 51, de Maurice Richard et ainsi de suite. Donc, j'ai passé à autre chose et maintenant, nous vivons au-dessus de la politique. Nous nous occupons strictement du bien-être de notre consommateur et nous ferons tout ce qu'il faudra faire pour que le consommateur soit bien servi à l'intérieur des politiques de linguistique et autres que nous imposent ou nous donnent les gouvernements.
Aux consommateurs ce qu'il veut, nous sommes obligés, si on veut rester en affaires, de bien servir notre clientèle. Maintenant, vous parlez de ces provocateurs, définitivement qu'on n'a pas besoin de ce genre de choses aujourd'hui. On a d'autres priorités tous ensemble. Est-ce que l'Office de la langue vous a appelé? L'Office de la langue nous a appelés à visiter nos magasins et nos magasins sont conformes aux lois linguistiques. Mais j'avais été victime d'un montage, M. Flagman, de la Gazette, je trouve. Et s'il y a une plainte à porter, c'est pas... Et l'animateur Gilles Proulx s'excuse, mais s'il y a une plainte véritable à porter en termes de manipulation, c'est la Gazette qui vous fait voir comme étant celui qui ose défier, qui est tout seul à plaire à ces gens-là qui se plaignaient, contrairement à Eaton. C'est pas la première fois qu'on écrit aux journaux sur des rapports qui sont faits, qui sont complètement erronés. Je suis ici aujourd'hui pour m'expliquer avec vous. On va s'expliquer avec la Gazette. Mais encore une fois, c'est dommage qu'on perde notre temps à nous expliquer lorsque finalement on a d'autres choses à faire. Oui, et il y a la relance de Montréal, et puis Montréal est ralenti non pas par une loi linguistique, mais bien par des lois syndicales, puis des taxes et des surtaxes, et des taxes et des surtaxes, vous devez connaître ça. Oui, absolument. Merci beaucoup, M. Flagman, et bonne chance. Je vous remercie. C'était le président et propriétaire de la chaîne Aventure électronique, Robert Flagman, qui s'expliquait à propos de cette querelle linguistique qui est en train de ressurgir, et espérons qu'elle va s'estomper au plus sacrant. Le journal du midi. Section sécurité. Est-ce que par hasard, la régie de la sécurité dans les sports aurait peur d'agir? On met tout ça entre les mains de l'impuissant ministre de l'Insécurité publique? Toujours est-il, on le sait, aucun médecin de l'Université McGill ne sera présent au combat extrême qui aura lieu à Kanawaki le 26. Dans une lettre qu'il a fait parvenir à un médecin américain ayant réclamé son assistance, le docteur Vincent Lacroix de McGill affirme qu'il ne peut assister en tant que représentant médical à ce combat considéré comme illégal au Canada en vertu du code criminel. Le docteur Lacroix avait d'abord accepté d'assister au combat parce que on lui avait parlé de kickboxing, mais il s'est désisté en apprenant qu'il s'agissait de combat extrême. En un mot, le petit ministre de l'Insécurité publique, Robert Perrault, s'est fait manipuler encore une fois. Roger Lefebvre est député Frontenac, porte-parole de l'opposition en matière de sécurité publique. Monsieur Lefebvre, bonjour. Bonjour, M. Proulx. Et qu'est-ce que l'opposition a à dire à ce sujet? Dans un premier temps, vous avez très bien résumé la situation. Il faudrait que le ministre de la Sécurité publique, qui est complètement absent de ce débat-là, je ne sais pas où est-ce qu'il est aujourd'hui, ni non plus hier, reconnaisse dans un premier temps. L'événement est illégal. Oui, j'avais raison. Parce que l'événement est illégal, le ministre doit le dire publiquement qu'il est illégal. Oui. Et faire en sorte que l'événement soit interdit, n'ait pas lieu, ou obliger les promoteurs, les organisateurs à faire en sorte qu'il soit légal, vous l'avez très bien indiqué, conforme aux prescriptions du Code criminel à l'article 83. Oui. Ça se résume à très peu de choses. Oui. Les seuls événements du genre qui sont légaux, ce sont les combats de boxe avec des prescriptions très précises, des gants de boxe d'un minimum de 140 grammes. Point à la ligne. Vous avez raison, mais on a l'impression que le gouvernement a tout mis ses épaules de M. Perrault, sachant et connaissant ses états de service dans le métro face à la violence et ceux qui ne payaient pas, que c'était le gars idéal pour se taire et se mettre à queue entre les deux jambes comme un chien battu. Et parce que ce que Mohawk veut, Dieu le veut, M. Lefebvre, et dans votre temps des libéraux aussi. Ce que Mohawk voulait, Dieu le voulait dans votre temps aussi. Là, M. Proulx, on est en avril 1996. Voici que tout le Québec sait qu'on s'apprête à mettre en place un événement illégal avec des milliers de spectateurs. Le ministre a l'obligation de bouger, de poser des gestes pour que la loi soit respectée. C'est aussi simple que ça. Il le fera pas parce qu'il va voir que les caméras puis la Gazette va aller là, puis tous les Anglais, puis qui vont dire encore le gouvernement fasciste empêche les petits Indiens de s'épanouir. Alors, M. Proulx, s'il n'y a pas de changement à l'événement, si on tient l'événement tel qu'on laisse entendre qu'on va le faire, ces gens-là s'exposent à être poursuivis en vertu des prescriptions du Pas en tout. On ne poursuit pas un Mohawk, M. Lefebvre, vous le savez, et dans votre temps, et dans le temps des péquistes. La preuve, c'est que ce gars-là est venu à la caméra cette semaine, l'air abattu, la queue des deux jambes, le dos courbé. C'est ça, le ministre de la Sécurité publique vient nous dire « J'ai la parole de Joe Norton ». Non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Mario Latraverse, de la Régie de la sécurité dans les sports, a indiqué très clairement qu'il n'y avait pas de permis pouvant couvrir l'événement en question parce qu'il est illégal.
Alors, dans un premier temps, que le ministre reconnaisse ce fait-là, qu'il est illégal, l'événement en question, qu'il prévienne les organisateurs et qu'il demande à sa police d'agir. Moi, évidemment, je peux pas faire plus que ça, là, comme membre de l'opposition, c'est de dire au ministre, mettez vos culottes, là, ça presse, faites respecter la loi. Mais ça fait drôle d'entendre ça de la bouche d'un libéral, quand même, M. Lefebvre, parce que vous n'avez pas été mieux, vous autres non plus. Ben non, M. Paul, écoutez, là, on réécrira pas l'histoire, puis moi, là, je suis pas ici avec vous aujourd'hui, là, pour débattre ce qui s'est passé dans le temps, là. Non, mais ne pas vous dire ça serait une émission terrible. Oui, je comprends, Mais M. Lefebvre... Vous passez votre message, c'est de bonne guerre. Mais vous aussi, oui. M. Lefebvre. Oui. Est-ce que le ministre des Affaires municipales n'a pas de quoi dire là-dedans aussi, en principe? Ben, c'est-à-dire que là, vous savez... Essentiellement, là, celui qui a la responsabilité de prévenir le crime, de prévenir les infractions à la loi, sous toutes ses formes, c'est le ministre de la Sécurité publique. Le ministre des Affaires municipales, je serais pas correct de prétendre qu'il est directement concerné dans ce débat-ci, là. C'est la sécurité publique et aussi, ultimement, peut-être le ministre de la Justice et le procureur général. Et Lucien Bouchard. Et le premier ministre. Alors, il y a quelque chose... Le gouvernement est complètement muet. Voici que tout le Québec sait que le 26 avril, s'il n'y a pas de changement, il y aura un gros événement illégal. Que ce soit à Kanawake ou à Drummondville ou à Sherbrooke, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. Mais c'est toujours à Kanawake qu'émanent des problèmes, puis des contestations, puis la culture violente des États-Unis, puis nous parle d'authenticité, puis de moi, c'est Alors moi, M. Pau, là, en conclusion, quant à moi, si par hypothèse l'événement se tient tel qu'on a l'intention de le faire, puis le ministre n'a pas bougé, moi, soyez assuré d'une chose, que le lendemain, je vais demander au ministre de rendre compte de son inaction, puis je vais vérifier, m'assurer que s'il y a eu infraction, des poursuites soient prises. Ça, c'est ma responsabilité. Bravo. Mais, M. Lefebvre, dites-moi quelque chose quand même. Même si je vous ramène à l'époque des libéraux, puis Robert Bourassa, puis Johnson, puis Parizeau aussi, puis Bouchard. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui de façon générale au Québec, je vais vous dire une chose. Avant longtemps, les Québécois vont peut-être regretter l'administration libérale. Mais, M. Lefebvre... Ceci étant dit, je vous écoute. Avant de la regretter, là, comment m'expliquer qu'à chaque fois que le problème émane du sud-ouest de Montréal, de chez les Mohawks, c'est toujours la conspiration du silence. Tout le temps. Ce problème-là, vous l'auriez à Pointe-Bleue, je suis persuadé, ou chez les Hurons, je suis persuadé que la SQ montrerait ses dents. Puis le ministre aussi. M. Poulon est dans des hypothèses. Moi, les commentaires et les réponses que je vous donne, c'est en fonction de quelque chose de très précis. Je me répète, le 26 avril, on s'apprête à tenir un gros événement, un gala de combat extrême. Il n'y a rien de plus clair que le code criminel en regard de cet événement-là. Quiconque assiste à un combat concerté en qualité d'aide, de second, de médecin, d'arbitre, qui encourage un combat concerté est dans l'illégalité. Oui, mais Joe Norton a rassuré, monsieur. Ben ouais, mais là, on tombe dans le farfelu, là. Si le ministre se contente de l'avis de Joe Norton versus les commentaires qu'on lit un petit peu partout, versus l'opinion de la Régie de la sécurité. Alors moi, je dis au ministre, là, il y a une incompétence absolument incroyable de la part du ministre de la Sécurité publique, puis je m'adresse au premier ministre et au procureur général. Le ministre Bégin, peut-être que lui devrait, dès cet après-midi, communiquer avec son collègue pour lui expliquer les prescriptions de la loi. Le ministre Bégin, c'est un peureux, ça aussi. C'est un béni oui-oui. Alors, le problème, c'est Lucien Bouchard, qui a exposé d'être très renseigné, a nommé ses béni oui-oui dans son cabinet. Et on savait ça, que Robert Perrault était un béni oui-oui. On le levait à la tête de la STCUM quand il laissait les voyous passer par-dessus les tourniquets qui ne payaient pas, puis qu'il y avait de la violence, puis il s'en occupait pas, puis il blâmait le chauffeur d'autobus à la place. Mais monsieur on a tout vu ça. Monsieur Proulx, ce qu'il y a d'absolument incroyable, c'est que j'ai l'impression que Perrault, le ministre Perrault, considère que l'événement est correct, qu'il répond presque... Parce que Joe Norton lui a dit. Ah, mais là, on tombe dans le farfelu, c'est absolument, on est d'accord impensable. M. Lefebvre, merci beaucoup. Au plaisir, monsieur. Roger Lefebvre, le porte-parole de l'opposition en matière de sécurité publique. CKAC 730, la station officielle des Expos de Montréal. Il est 12h34. Je vous donnerai la liste des gagnants du concours du fameux livre Les Glorieux un peu plus tard, édition transcontinentale. Ça a pris du temps aujourd'hui, mais on a eu nos 3 noms quand même. J'ai nombre de commentaires aussi que je vous livrerai un peu plus tard. Parce que ce qui compte, mesdames, messieurs, c'est pas de savoir s'il va y avoir des combats violents ou si la loi 101 est violée ou s'il va y avoir d'autres manifs, s'il va y avoir des taxes, s'il va y avoir des déficits. Ce qui compte, mesdames, messieurs, vous avez deviné, c'est d'abord de connaître ce que disent et ce que font
vos petits amis des artistes de la belle colonie artistique. Et cette semaine dans Vedette, dirigé par Marc Châtel, l'unique. En manchette cette semaine, mesdames et messieurs, Michel Gilroy. Oh là là, Michel Giroir est politique cette semaine. Moi, je suis en faveur de plusieurs langues d'appliquage. Plusieurs langues valent mieux qu'une seule dans un lit. Cochonne à Michel, va. Ah, tout est ramené à la cochonnerie avec Michel. C'est incroyable. J'espère que de s'est brossé les dents avant de parler notre Michel national. Alors que dans Vedette. Dirigé par le grand rédacteur qui n'a toujours pas fait la justice des deux dentiers, l'intellectuel à pipe, Jean Rousseau. En manchette cette semaine dans Allô Vedette, en part pour elle, Gilles Gagné. J'ai réussi le test à la cabane à sucre. Je suis séronégatif. Mais Radio Cabane à sucre ne veut pas m'embaucher. Oh, que c'est triste pour Gilles Gagné, cette mauvaise nouvelle. Pour un débauché comme Gilles, qui veut sacrer son camp à New York, d'ailleurs, pour avoir plus de plaisir avec les hommes. En manchette cette semaine dans le merveilleux journal des Vedettes Plus, dirigé par le puissant homme d'affaires, agent de développement économique. Il parle du peintre Michel Perrin cette semaine dans plusieurs pages, mais en manchette, en grosse manchette, en gros gras. Ça lui ressemble d'ailleurs en noir comme son uniforme. Claude Boirier de l'Académie française. Avec mon sifflet, mon chien, mon chat, ma sirène, puis ma blonde, je vais aller participer au brunch des prisonniers à Bordeaux. Quelle fin de semaine intéressante pour la blonde de Claude Boirier, ce marchand de sifflets. Qu'est-ce qui se passe dans le journal des Quétaines, dirigé par le rédacteur en chef Roger Drolette, un homme qui porte sa robe le soir, la robe rouge, bien sûr. Il a donné une manchette cette semaine, Roger, dans son journal des Quétaines, à nul autre que Claude Jasmin. Enfin, une première au Québec. Bravo à cette femme qui produit des films porno. J'ai vu ce fameux film porno et bravo à l'actrice Danielle Ouimet pour son rôle dans Valérie. Ah, ce que nous avons des avant-gardistes dans ces journaux. Les gens qui voient loin d'avance, mesdames, messieurs, alors que dans le journal des Quétaines de Plus, dirigé par le rédacteur Roger Drolette, un homme qui porte la robe de jour aussi, Roger s'est attribué une manchette cette semaine, question de parler de lui, lui donner un peu de valeur. Roger Drolette déclare dans son propre journal « J'animerai une émission d'information à Radio Suppositoire, RDI. Roger Drolette, idiot. » Oh là, l'homme qui porte la robe chez lui, la robe écarlate. Et enfin, un autre journal qui vient de nous arriver, mesdames et messieurs, nous en avons des nouveaux, le journal des Nono Plus, dirigé par le rédacteur en chef Roger Drolette. Roger Drolette s'est attribué une manchette cette semaine, question qu'on parle de lui un peu, étant donné qu'on ne parle pas assez de lui, à l'émission Le Monde, selon la boule terrestre de Roger Drolette, celui qui fait de la boule Drolette, déclare cette semaine en manchette Roger Drolette. On me demande 10 millions de dollars pour être enterré dans le tombeau du Christ à ma mort. C'est cher pour 3 jours. Et voilà, mesdames, messieurs, c'était là les manchettes de vos artistes préférés. Vous pouvez trouver ces beaux journaux en vente partout.
Le journal du midi. Section Histoire. Notre chronique C'était hier vous transporte en l'année 1957. Il y a 39 ans, que se passait-il? Eh bien, sur la scène internationale, l'URSS, l'Union soviétique, bouleverse le monde entier, surprend les Américains en propulsant dans l'espace le satellite Sputnik. La sphère de 184 livres fait le tour de la Terre à toutes les 90 minutes. Un mois plus tard, Sputnik 2 est mis en orbite et les Américains sont abasourdis et avec à bord du Sputnik en question une chienne baptisée Laika. Mais à cause d'un manque d'oxygène, l'animal va mourir durant son séjour dans l'espace. La CEE, appelée à l'époque le marché commun, voit le jour en 1957. 6 nations, dont la France et l'Allemagne, en font partie. Sur la scène canadienne et québécoise, les conservateurs de John Diefenbaker gagnent les élections fédérales, leur première victoire depuis 30 ans. Mais ils ne gagnent que 112 sièges des 265. Alors ce gouvernement va être minoritaire et va tenir le coup jusqu'en 1958. La Cour suprême du Canada annule la loi du cadenas de 1937 en déclarant qu'une telle loi est de juridiction fédérale et non provinciale. Cette loi permettait aux autorités policières de cadenasser les édifices qui abritaient des groupes soupçonnés de faire la promotion du communisme. On est influencé par le mercantisme aux États-Unis, ne l'oublions pas, et Maurice Duplessis va s'en servir d'ailleurs. Et aussi, aux élections municipales de Montréal en 1957, Jean Drapeau est défait par Sarto Fournier, un sénateur. Drapeau reprendra son poste 3 ans plus tard, tandis que Sarto Fournier ne marquera pas tellement son règne, ou s'il le marquera, ça sera par des gaffes, en pilant sur les pieds de la reine lorsqu'il dansera avec elle. Lester B. Pearson, alors délégué canadien aux Nations Unies, nommé récipiendaire du prix Nobel de la paix en 1957. Pearson avait proposé le plan de paix pour la région du canal de Suez, alors sous contrôle israélien. L'État d'Israël refusait d'abandonner les territoires capturés lors de la guerre de 1956 contre l'Égypte, et l'Égypte avait riposté en nationalisant le canal, provoquant ainsi l'intervention des troupes britanniques, françaises et israéliennes. Alors la création d'un contingent de soldats de surveillance, les futurs casques bleus, proposés par Lester B. Pearson, avaient été acceptés avec un compromis valable pour Israël. Aussi, en 1957, la compagnie Smith Corona mettait la machine à écrire électrique sur le marché. Le taux de chômage au Canada en 1957 était de 4,8, celui de l'inflation de 3 %, et dire que nos politiciens étaient inquiets de ce haut taux de chômage. Il y a 39 ans aussi, un instituteur québécois gagnait 4 000 $ par année. Un médecin gagnait à peu près 22 000 $. Un annonceur de radio privé gagnait 3 500 $. Le plus célèbre citron de l'industrie automobile était la Edsel, une Ford, en 1957. Après 4 ans d'existence, le magazine Playboy fait son entrée légale au Canada. Le mot beatnik apparaît dans notre vocabulaire en 1957. La crinoline aussi, les robes sacs, les coiffures poodle, le hula hoops, le jeu de quilles, bref, tous des nouveaux mots qui apparaissent dans notre vocabulaire. Plusieurs grandes personnalités nous quittent en 1957. Coco Chanel, à l'âge de 57 ans. Arturo Toscanini, à l'âge de 90 ans. Humphrey Bogart, 57 ans. Sacha Guitry, 72 ans. Et la célèbre basse Ezio Pinza, 65 ans. Enfin, pour terminer, parlons de sport. L'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey a été formée en 1957. C'est Ted Lindsay des Red Wings de Détroit qui a été le premier président et est rapidement devenu l'ennemi des dirigeants de toutes les équipes. À la boxe, Sugar Ray Robinson, âgé de 36 ans, perd son titre des poids moyens aux mains de Gene Fulmer. Puis, il va le reprendre contre ce même Fulmer pour ensuite le perdre contre Carmen Basilio. Tout ça durant l'année 57, à l'époque où la boxe était populaire aux États-Unis et au Canada. Voilà pour l'essentiel, ça se passait il y a 39 ans. Et quelques mois avant sa mort, le chef d'orchestre Jimmy Dorsey mettait son plus grand succès sur disque. Son frère, non moins célèbre, Tommy Dorsey, lui avait dit, avant le lancement du disque, que c'était une sainte horreur et qu'il en vendrait 3-4 douzaines. La mélodie So Rare s'est vendue à plus d'1 million de copies. Voyons,
si on peut se rappeler cette belle mélodie, So Rare. Alors, la semaine prochaine, à cette chronique, c'était hier, nous aborderons l'année 75. Toujours est-il que les 3 gagnants du fameux concours, les glorieux Histoires du Canadien de Montréal en images, les belles images d'hier, c'était le dernier tirage aujourd'hui de la maison transcontinentale. Eh bien, il s'agit de Conrad Couillard de Montréal, que l'on félicite, de Carole Robillard, félicitations Carole, et 2 femmes, bravo, Madeleine Bordua de Laval. Alors, vous n'avez qu'à venir chercher votre volume ici au comptoir, aux heures de bureau. Et je rappelle que la réponse, c'était 39 ans. C'est à l'âge de 39 ans que Maurice Richard avait décidé en septembre, juste avant le camp d'entraînement du Canadien, septembre 1960, de décrocher. Tout simplement, accrocher ses patins, c'est le cas de le dire. Il avait joué donc durant le printemps 60. Alors, ça termine notre série de tirages. Et merci aux éditions transcontinentales qui ont bien voulu nous remettre ces beaux volumes. Vous pouvez les retrouver, ils sont partout en librairie à travers le Québec à 39,95 $. Je vous le dis, si vous avez la chance d'en feuilleter un de ces volumes, vous allez voir qu'il y a des photos exceptionnelles, des photos dont on n'a pas vu dans les journaux. À part de ça, des commentaires, j'en ai reçu évidemment. Monsieur Proulx, bravo d'avoir permis au patron d'Aventure électronique de s'expliquer. Une autre dame ici de Laval. Bravo, Monsieur Proulx, d'avoir donné une chance à Monsieur Fragman. Il avait droit à son point de vue. Très bien, madame. C'est donc gentil. Les dames de Laval sont tellement gentilles, les dames de Laval. Monsieur Bernard de Montréal. Si on ne l'y poste pas tout de suite et fort, la prochaine manifestation des Anglos aura lieu probablement au centre-ville. Et ensuite, ce sera aux Galeries d'Anjou. Imaginez-vous pas que les Galeries d'Anjou, c'est français, Monsieur Bernard. Vous êtes en retard si vous imaginez que Montréal est française. C'est anglais partout maintenant, même jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Ils ne s'arrêteront pas là. Ils vont essayer de gagner complètement Montréal et de faire perdre son visage français. Elec Aventure électronique a retourné ses panneaux unilingues anglais à Toronto. Bravo. Monsieur a bien dit tout à l'heure que ces panneaux étaient faits à Montréal. Ensuite de ça, il y a Monsieur Brosseau, le constitutionnaliste, grand ami de Droletto-Bec, qui vient me dire « Non, je ne suis pas un ami du cardinal Droletto-Bec de Radio Suppositoire. Il a trahi ses compatriotes, ce Droletto-Bec, lors du référendum. Il a trahi ses compatriotes lors de la crise amérindienne. C'est un lâche, c'est un vendu, M. Brosseau, ce Droletto-Bec. C'est un innocent en liberté. C'est un homme avec un cerveau de 12 ans à qui vous donnez un revolver et vous lui dites « Va t'amuser sur les ondes de Radio Suppositoire. » Oui, il a trahi les Québécois lors de la crise amérindienne. Vous avez raison, M. Brosseau. Il continue de trahir ses compatriotes en ridiculisant le mouvement nationaliste québécois et en se servant continuellement des ondes pour nous projeter ses anglicismes à la semaine longue. Et quand je communiquais avec lui, M. Proulx, c'était avant tout pour atteindre nos compatriotes, de dire le citoyen Brosseau. Monsieur Brosseau, tout ce que je sais sur le cardinal de Droletto-Bec qui vous interprète la tournure de la Terre, Roger Drolette porte des robes rouges la nuit et ça le rend complètement folle. Monsieur Proulx, j'aimerais porter à votre attention l'admiration que j'ai pour un de vos invités, Monsieur François Saint-Louis. Il est un des rares Québécois à avoir eu le cœur de s'impliquer dans cette cause si chère de défendre notre langue. Je le salue bien haut et je souhaite de tout cœur que son exemple soit suivi. C'est Jean-Charles Labelle de Pointe-Claire qui dit ça. Et mercredi prochain, j'aurai répondu à l'appel de M. François Saint-Louis chez les Pères du Saint-Sacrement. C'est au 4452 Saint-Hubert à 19h. J'invite le public d'ailleurs. Il va y avoir un rassemblement encore une fois pour appeler à Lucien. Qu'on ne tient pas à ce que la loi 101 soit charcutée. Elle l'est déjà assez. Pour renseignement, 271-36-38. 271-36-38. Il y a M. Ignace qui, comme d'habitude, vient terminer, non pas avec des gentillesses. M. Ignace de Saint-Ignace vient me dire qu'il aime beaucoup cet homme qui porte une robe écarlate et qui nous explique le soir comment la Terre tourne. M. Proulx, vous êtes un fou, et M. Droletto-Bec est un génie de me dire
Monsieur Ignace, que vous avez donc un joli nom. Ce qu'il est coquin, votre petit nom, Monsieur Ignace. Il est tout petit, ce petit prénom ou nom, appelez-le comme vous voulez, Monsieur Ignace. Vous êtes un bel être. Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, il est beau et me va comme un gars. Moi, je le trouve plein de grâce. Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. CKC 730, Montréal. Le journal du midi. Section justice. Alors, je vous pose la question, est-ce que la Régie de la sécurité dans les sports a peur d'agir? Je vous rappelais qu'il y a un médecin de l'Université McGill qui refuse maintenant de participer comme spécialiste à ces combats extrêmes à Kanawake le 26 avril. Dans une lettre, il l'a fait parvenir à ce médecin américain qui lui demandait d'être là. Le docteur Lacroix de McGill dit qu'il ne peut assister en tant que représentant médical du Québec à ce combat. Il est considéré comme illégal au Canada en vertu du Code criminel. Et Richard Morin aborde justement cette question. Il se demande sérieusement si la sécurité des sports a vraiment peur, la Régie. Bonjour, Richard. Oui, bonjour, M. Proulx. Comment allez-vous ce midi? Est-ce que la Régie de la sécurité a la trouille, d'après vous? Je pense que nous allons commencer maintenant à l'appeler la Régie de l'insécurité. Si ça se poursuit comme ça, M. Proulx, c'est qu'en vertu de l'article 20 de la loi sur la sécurité dans les sports, la Régie est chargée de veiller à ce que la sécurité et l'intégrité des personnes dans les sports soient assurées. Elle a comme mandat également d'encourager l'usage de la non-violence dans les sports. Mais à cela, Joe Norton va répliquer, j'avais pas d'affaires chez nous. C'est totalement faux, M. Proulx, totalement faux, en vertu de l'article 88 de la loi sur les Indiens. Donc, loi fédérale? Loi fédérale, une décision très récente de la Cour suprême dans l'affaire Badger, une affaire très récente, un jugement qui vient d'être rendu il y a à peine 3 semaines. La Cour suprême a dit que l'article, on y réfère à l'article 88 de la loi sur les Indiens, et on sait que les Indiens sont assujettis aux lois provinciales d'application générale. Or, le règlement ici sur les permis relatifs au sport de combat est un règlement d'application générale, et c'est un règlement provincial auquel tout le monde, incluant les Indiens, sont assujettis. Mais là, Joe Norton va vous dire, j'avais pas d'affaires chez nous, mais vous me référez à la loi fédérale des Indiens, l'article 88. Mais là, le fédéral ne s'occupe pas de ce qui se passe à Mohawk. Alors, chez les Mohawks, on dirait qu'ils aiment ça quand il a maille avec le Québec. Bon, alors écoutez, c'est encore le même problème. Tout le monde se jette la balle. Ici, présentement, concernant la sécurité dans les sports, c'est Rémi Trudel, le ministre des Affaires municipales, qui est responsable de l'application de la loi. Ah oui? Oui. Rémi Trudel. Rémi Trudel. Là-dedans, lui? Bon, c'est lui, en vertu de la loi sur la sécurité dans les sports, qui est responsable, et c'est lui qui doit faire appliquer la loi. Ce n'est pas Perrault qui doit faire appliquer la loi présentement dans le secteur de Kanawake. C'est Rémi Trudel, en vertu de l'article 73 de la loi de la sécurité dans les sports. Et lui, il s'en lave bien les mains, et ça fait bien son affaire de remettre ça à la sécurité publique. Sauf que lui, présentement, en vertu de l'article 45, M. Proulx, la Régie peut interdire la tenue de tout ou partie d'une manifestation sportive. Mais Or, c'est une manifestation sportive, c'est un sport de combat. Même si les gants ne sont pas réglementaires, à ce moment-là, on n'a qu'à poursuivre. Il y a des dispositions pénales à la loi et il y a aussi des recours en injonction de prévus à cette loi-là. Alors, c'est de la foutaise quand on dit qu'il faut que ce soit la sécurité publique qui s'occupe de cette affaire-là. C'est totalement de la foutaise. Mais je reviens à Rémi Trudel, vous me surprenez, vous dites les affaires municipales devraient, en principe, c'est lui plus que Robert Perrault. Rémi Trudel est un social médiocrate, lui aussi, un peu heureux. Mais il risquerait de se faire répondre Kanawake n'est pas une municipalité, c'est une république. Vous n'avez pas d'affaire là, M. Trudel, c'est pas une municipalité. Bon, alors, écoutez, M. Proulx, ce que je veux dire, si la loi, on ne l'applique pas, qu'on n'en passe plus des lois et qu'on abroge la loi, c'est aussi simple que ça.
qu'on cesse de faire des textes de loi simplement pour se gargariser puis ne pas les appliquer. Alors, soit qu'on n'applique pas la loi, c'est-à-dire soit qu'on n'en fait pas de loi, ou soit qu'on soit cohérent et qu'on applique la loi. Or, même dans la loi sur la sécurité dans les sports, il y a des peines de prévues pouvant aller jusqu'à 5 000 $ en vertu du code de pénal, M. Proulx. Vous avez le code pénal qui dit, si vous ne payez pas votre amende, là, à un moment donné, vous pouvez faire de la prison, vous pouvez faire même 2 ans de prison, aller au-delà parce que les peines peuvent être consécutives aussi. Alors, il y a quelqu'un, quelque part, qui ne veut pas. On vit dans une société qui est très libérale et une société très permissive. Alors, faisons les lois en conséquence. Faisons des lois permissives et abrogeons les lois qui sont présentement rigoureuses. Oui. Voyez-vous, parce que là, on va pouvoir vivre, les gens vont pouvoir savoir à quoi s'en tenir. Là, on ne le sait pas. Mais Robert Perrault, qui est un eunuque, une guenille, un poltron, un peureux, est à l'image du Québec d'ailleurs et de tous les ministres qui ont été à l'insécurité publique, nous dit, en pleine caméra cette semaine avec la corde des 2 jambes, qu'il a la parole de Joe Norton. Bon, alors écoutez, qu'il ait la parole de qui que ce soit, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que le règlement sur les permis relatifs au sport de combat, c'est un règlement provincial auquel tous les Indiens sont soumis en vertu de l'article 88 de la loi sur les Indiens. Alors, c'est pas plus... il faut qu'ils se soumettent à cette loi-là. Ils ne se mettront pas. Bon, alors à ce moment-là, c'est le gouvernement du Québec qui ne se soumet pas à ces lois. Alors, on a un gouvernement de paillassons. Et là, il devrait y avoir un mandamousse. Alors, Bouchard n'est pas mieux que les autres. Alors, il devrait y avoir... Ozon. Ben, Ozon, M. Proulx, il devrait y avoir un mandamousse de présenter, en vertu du Code de procédure civile. Un mandamousse, ça veut dire, c'est une ordonnance d'un juge qui dit à un gouvernement de faire quelque chose. Donc, là, on est rendu à un point. Mais qui pourrait demander un mandamus? Tout intéressé. Alors, je le dis au public en général. Je peux être un avocat, je peux être un citoyen ordinaire. Je peux être un citoyen ordinaire. Je peux être un drôlette au bec et demander ça. Je peux être un drôlette au bec, demander ça. Monsieur Proulx, voici tout intéressé. Je peux être un momo et demander ça. Vous pouvez être un mimine, je peux demander ça. Vous pouvez être tout ce que vous voulez, Monsieur Proulx. Mais vous pouvez le demander parce que c'est prévu à la loi. Et si personne ne le demande, je me demande dans quelle société qu'on est présentement. Parce que ça fait notre affaire, quelque part, que le gouvernement n'applique pas la loi. Parce que si ça faisait pas notre affaire, je veux dire, on en ferait des mandamousses, puis on demanderait à nos juges de l'appliquer. Sauf que le problème... Passif. Écoutez, il se tient des choses illégales continuellement. On ne pense pas ça, demander... une sollicitation de mandamus. Bon, ben c'est pour ça. Vous avez vu, là, ce médecin aussi de l'Université McGill qui avait eu la sollicitation d'un médecin américain. Vous voyez? Qui refuse. Il refuse. Et il fait bien de refuser parce qu'en vertu du code criminel, il pourrait être poursuivi. Alors, c'est très prudent de sa part. On le sait en vertu de l'article 80, je me souviens plus du numéro. 88 de la loi des Indiens. Non, ça, c'est l'article de la loi sur les Indiens. Oui. Là, vous parlez du code criminel. De toute façon, cet article interdit à un médecin de participer à un tel combat. C'est l'article 83. On dit coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité. Ça veut dire que vous pouvez avoir jusqu'à 6 mois de prison. Mais Maître Morin, depuis quelque temps, vous êtes en train de faire la démonstration qu'on n'a pas besoin de loi au Québec. C'est un pays qui est gouverné sans loi. On n'a pas de gouvernement. Ça marche l'automatique. On disait ça de Bourassa, de Johnson et de Parizeau et de Bouchard. Voilà l'homme qui était le grand mythe. Le mythe de l'admiration qui est en train de s'écrouler en l'espace de 2-3 semaines. Lui-même. Oui. Effectivement, M. Proulx, voyez-vous, on n'en a pas de gouvernement. Et si on avait un gouvernement véritable, je pense qu'il abolirait cette loi-là parce qu'il serait conséquent avec lui-même. Parce que lui ne veut pas l'appliquer, cette loi-là. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas l'appliquer, d'après vous? Il ne veut pas l'appliquer. Parce qu'il fait dans ses culottes. Parce que... il a peur des caméras, puis il a peur de la gazette. Parce que c'est une habitude, c'est un pattern chez les gouvernements de ne pas aller dans les problèmes d'Indiens. Le problème d'Indiens, M. Proulx, vous allez voir, le problème avec les Indiens, c'est un problème qui va s'accentuer avec le temps, non pas nécessairement au niveau d'affrontement physique, mais c'est un problème qui va... D'enquiquinade juridique. D'enquiquinade juridique, effectivement. Oui. Et on veut faire la souveraineté, mais on n'a même pas regardé régler le cas de 80 voyous. Exactement. Et les gens... Cependant, il y avait une démonstration cette semaine à l'effet que c'était tout à fait sécuritaire d'aller à Kanawake. L'avocat Lécuyer prétend ça dans sa plaidoirie. Il ne profite pas du système, l'avocat Lécuyer. Il ne profite pas du système du tout, lui. Pas du tout. Mais l'autre avocat
Tout ce qu'il disait, c'était des menteries. Monsieur Jolicoeur, hein, Bon, au Francoeur? C'est ça, Maître Francoeur. Alors là, le juge Hébert va devoir trancher et décider si c'est trop dangereux d'aller à Kanawake pour payer son Trop billet. dangereux, dites-vous. Mais on a une charte des droits et libertés qui me permet de circuler. Monsieur Proulx, je peux vous dire une chose. Moi, j'ai mon frère qui demeure à Châteauguay. J'ai déjà jogué à Kanawake. J'ai déjà fait toute la piste, tout le terrain de Kanawake. Ouais. Je l'ai déjà marché à des périodes où c'était possible de le faire. Oui. Et aujourd'hui, on peut plus faire ça. On peut le faire les fins de semaine. Oui. C'est un peu plus sécuritaire. Mais que les gens de Kanawake nous disent venez nous voir au centre Catherine. Oui, on vous aime. Venez maintenant. vous voir, on vous aime, on veut vous recevoir. Ouais. Pourquoi qu'ils ne pourraient pas faire ça? Pourquoi qu'il ne pourrait pas y avoir une ouverture comme pourquoi ça? est-ce qu'il y a Pourquoi qu'on ils vous l'ont invite fait dans le pas, passé? M. Proulx, là-bas? Ben oui, ils vont me casser la gueule. Mais pourquoi est-ce qu'on a une charte des droits et libertés qui dit qu'on doit promouvoir la libre circulation des individus et Encore des une biens? fois, M. Proulx, c'est ça. C'est une Donc, on n'a hypocrisie. pas de gouvernement à Ottawa non plus. C'est une hypocrisie du législateur. Le législateur est hypocrite parce que il fait des lois simplement pour faire des lois. On peut, un peu comme nos enfants, s'amusent dans le sable, à faire des Sachant châteaux que de maman sable. n'interviendra pas. Exact. Alors, en un mot, ça ne vaut pas la peine d'avoir des gouvernements. Et ici, il se demande après pourquoi on ne respecte pas monsieur qui est député ou madame qui est ministre. Bien, vous en avez une réponse, là. Exactement, M. Proulx. Merci beaucoup et à dimanche à 9h. À dimanche à 9h. Ça va être d'ailleurs un des sujets, ça? Effectivement, nous aurons d'ailleurs le directeur de M. Latraverse, le directeur qui s'occupe de la régie des sports de combat. Et j'aimerais dire aux réseaux, s'ils sont agacés par la présence de Maître Morin, quand je reçois un gars qui invite le public dans une salle à Sherbrooke, je n'ai pas besoin d'avoir des braillards de Trois-Rivières, puis de Québec, puis de Matane, et puis de Mont-Derrière. Il est 13h10. Passons au commentaire avant d'aller à la tribune. Et les sujets énumérés depuis 11h15, si vous n'étiez pas là. Il y a M. Jean-Claude de Montréal qui dit que l'ancien ministre libéral Lefebvre, nostalgie oblige. Il faut rappeler que Claude Ryan, lui aussi, semblait avoir eu des visions et il disait qu'il n'avait jamais vu des avions qui décollaient. En un mot, je n'ai aucune nostalgie de l'époque libérale, même si monsieur ce député tout à l'heure, Roger Lefebvre, se défendait si bien. Félicitations pour l'éloge que vous avez eu à l'égard de Mme Ginette Renault. Elle le mérite bien. C'est bien sûr, je savais que vous partagiez mon opinion, je l'ai dit. La plus grande récompense que peut avoir Ginette Renault, c'est l'amour de son public et je pense qu'il n'y a pas un artiste qui peut l'égaler à ce chapitre. Ce soir, vous serez à 4 saisons. Oui, je l'ai dit hier. Ce soir, je serai avec mon bon ami Mémile Genet, mon fédéraliste préféré. Moi, et nous allons parler de la radio d'hier à l'émission Besoin d'amour à 22h à Télé 4 saisons. Bravo à Mimine Leblanc qui a mangé 182 hot dogs. Il y a longtemps que nous n'avions pas eu des nouvelles de Mimine Leblanc. On en avait de M. Momo. M. Mimine Leblanc qui a mangé hier, je ne sais pas s'il y avait un hot dog-ton ou un dog-dog-ton. M. Mimine Leblanc a mangé 182 hot dogs hier. Quelle bonne nouvelle, c'est rassurant. Lundi prochain, on verra que Mimine va être à l'hôpital Pierre Boucher pour se faire déboucher le tube. Alors, toujours est-il qu'on a parlé de Ginette Renault, c'est toi la plus grande, Ginette. Éric Lucas qui décroche un beau contrat pour aller monter dans l'arène au Caesars Palace, 200 000 $ à Las Vegas. Il y a le frère de Nelson Perrault, Benoît, qui trouve ridicule cette nouvelle de la police de la CUM, voulant que son frère, Nelson, soit celui qui aurait pu abattre la police Odette Pinard, ou la policière, si vous préférez. Bravo à la police de Québec qui a administré 14 contraventions aux chauffeurs et gardes du corps du vaillant et inutile ministre de l'Insécurité publique, Robert Perrault. Mais malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle. Les billets, oui, les contraventions ne sont pas valables, car les voitures étaient garées dans une zone où on avait autorisé, étant donné qu'il y a des travaux de construction à l'autre endroit. À propos de l'affichage dans son magasin de Pointe-Claire, eh bien, Robert Frackman est venu s'expliquer d'aventure électronique et rappelle aussi qu'il veut respecter la loi 86 et 101 à la lettre. Il a été carrément manipulé par une photographie de la Gazette faisant voir que des affiches anglaises comme quoi il avait plié et décidé de passer à l'unilinguisme anglais. La chronique, c'était hier, nous a ramené en l'année 1957. La semaine prochaine, nous serons en l'année 1975. Il y a eu Coco, Aludo et Hebdo Vedette et Richard Morin qui est venu se demander pourquoi la régie de la sécurité dans les sports a-t-elle peur d'agir? Pourquoi a-t-elle peur quand on a vu d'ailleurs qu'il y a même un médecin de McGill maintenant qui refuse d'aller porter assistance à un médecin américain
qui l'avait appelé d'ailleurs, tout ça pour assister au combat considéré comme illégal, qui, en vertu de la loi canadienne, du Code criminel en tout cas, le docteur de McGill, le docteur Lacroix, Vincent de son prénom, avait d'abord accepté d'assister au combat, mais on y avait parlé alors de kickboxing, mais c'est pas ça du tout. Il s'est désisté en apprenant qu'il s'agissait de combats extrêmes. Et pendant ce temps-là, le naïf, le tata à Robert Perrault, je peux pas croire que Lucien t'a nommé ça ministre Guénéla. D'ailleurs, il y en a plusieurs, on se demande vraiment pourquoi. Lucien, tu perds de l'altitude, Lucien. Lucien, t'étais notre petit René Lévesque à nous autres. Tu perds de l'altitude, Lucien. Faut voir ton entourage de poules mouillées, Lucien. Et quand on aborde le mot Iroquois, Mohawk, Agné, te la trouille, Lucien, toi aussi, comme tes prédécesseurs. Et c'est bien triste d'être si peureux dès qu'on aborde les illégalités de cette tribu du sud-ouest de Montréal. Te la trouille, Lucien. C'est triste à dire, mais c'est ça. Le vendredi, tu es à Montréal, j'espère que tu vas en entendre parler, Lucien. T'as la trouille. La loi, c'est la loi et on l'applique. Non, on trouve toujours des échappatoires, puis des interprétations, puis les assurances de menteurs et de fourbes. Reprends les grands cahiers des Jésuites, Lucien, de l'époque de Nouvelle-France. Des fourbes et des menteurs. 790-0224 pour Montréal and all the region, le réseau. On vous salue. Les autres continents également. 1-800-667-52-41. Belle mobilité, vous pouvez composer étoile de 790. Nous allons aller à un premier appel tout de suite. On vous invite à composer. Les lignes viennent à peine d'être débloquées. Et après la pause. Bonsoir, et les parties. Hey, Roger, tu perds vraiment pas tes bonnes habitudes. Michel, faut pas les perdre. Après le baseball, c'est au club de golf Mirage à Terrebonne que j'aime me retrouver. Surtout que c'est le plus beau parcours au Québec. Un 36 trous dessiné et conçu par Graham Cook. D'ailleurs, c'est que pour devenir membre, il y a des facilités. Justement, mon beau-frère me demandait si... Le club de golf Mirage à Terrebonne. Un parcours de golf exceptionnel. Informez-vous sur les frais d'adhésion au club de golf Mirage à Terrebonne en composant le 477-7280. Un psy à l'écoute. Il m'a toujours dit qu'il pensait toujours à ça. Il aurait pu faire ça 2-3 fois par jour. Grand parleur, petit faiseur. Un psy à l'écoute avec Manon Lépine et le docteur Pierre Mailloux, psychiatre. Les deux parents se sont suicidés, vous avez perdu votre job. Moi, avant de vous donner des pilules, là, je vous écouterai un petit bout. Du lundi au vendredi, un psy à l'écoute, de 13h45 à 15h45, avec un rendez-vous en fin de soirée dès 20h45 à CKAC 730. Bon, alors on va y aller avec un premier intervenant et nous avons M. Rioux de Montréal. Bonjour, M. Oui, bonjour, M. Pro. Je suis bien content de voir ce que vous avez dit, l'éloge que vous avez rendu à notre Ginette Renault. Ça faisait longtemps que je voulais vous signaler le cas, mais ça ne regardait jamais un sujet du jour. Oui. J'avais hâte. Parce que, vous savez, il y a une gang de petits trous de cul. Ils passent à une certaine émission qu'on appelle, par exemple, Piment Fort. Oui. Ils se prétendent humoristes, mais il n'y a pas un mot d'histoire qui accroche pas Mme Renault pour sa grosseur. Ah oui? Quand je regarde... Ah oui, et ça, c'est au grand plaisir du petit noir là, qui anime. C'est Normand qui s'appelle, Normand Brathwaite. Lui qui attend... souffert d'après lui, d'après ce qu'il a tellement dit souvent, avoir été boycotté, puis avoir été discriminé parce qu'il était noir à la télévision. Ouais. Je trouve ça drôle, il se roule là-dedans, on dirait. Pourtant, moi, oui, Renault, je la regarde, je l'écoute, je la regarde pas chanter. Ah oui, mais c'est drôle, je l'ai vu hier, moi, sur scène, et j'ai trouvé qu'elle ne craignait pas, contrairement à Mimine Leblanc, président de la Fédération des gros braillards, elle ne craint pas de se moquer de sa grosseur, contrairement à Mimine. Parce que c'est une grande personne, mais ces petits trous de cul-là, j'en reviens toujours à l'expression, mais excusez, qui se prétendent humoristes, là, même Normand Brathwaite. Quand on est petit, pour voir en avant de soi, des fois, pour monter sur plus gros que soi. C'est bien triste. Peut-être que Normand fait ça pour tout simplement être comique, puis il sait que ça n'affecte pas Ginette. Oui, mais à tous les soirs, monsieur... À tous les soirs. C'est devenu une marotte. Hein? Au moins... Oui, mais quant à ça, vous pourriez m'accuser d'apostropher de Drolette au bec à tous les jours, moi. Oui. Ben, disons, oui, mais vous le faites pas, c'est pas fait pareil. Oui. C'est pas fait pareil. Pourtant, Drolette au bec ne le prend pas comme ça. Il appelle le patron ici, du haut de sa chaise de 3 étages. Je crois qu'il ne vole pas, avoir volé quelques minutes à son émission, je crois que vous lui devez ça. Oui. Parce que je l'écoute, justement, quand il parle des séparatistes, moi, il m'écoeure. Hein? Ouais. Et je baiserais sûrement pas sa beige, lui, dans la figure. Non, il mériterait un bon soulier italien bien pointu dans le derrière. Oui, parce qu'il dit toujours des Italiens, quelle grande nation, quel grand peuple. Oui, et nous autres, quelle petitesse.
Mais qu'est-ce qu'il est, lui, ce drolet au bec, ce fils de joie? Son père pendait des prisonniers à Trois-Rivières, à la prison de Duplessis, dans le temps. Qu'est-ce qu'il est, lui? Oui, mais regardez, qu'est-ce qu'il est, cet homme qui a honte de ses origines? Il donne les recettes pour rester marié aux jeunes d'aujourd'hui, puis il a l'air à pester contre ceux qui osent se divorcer. Mais lui, n'est-il pas à sa deuxième ou troisième femme? Il est rendu à sa cinquième femme, il veut battre le record. Et un vieux de cet âge-là, marié avec une petite jeune comme ça, moi, je pense qu'il est sénile. C'est une honte, monsieur, une honte, effectivement. C'est presque un détournement de mineur. Il a 18 enfants, on ne le sait pas, faut le dire maintenant. Il en a dans tous les États américains. Bon, alors, droit au bec avant de dire... Tachereau, le grand restaurateur, le mononcle de Claude Poirier, qui dit, comme M. Ignace, qu'il a donc hâte de voir que je vais me faire sacrer dehors. Mais monsieur, avez-vous des tuyaux par hasard? Vous savez avant moi que je vais me faire foutre dehors. Mais c'est une bonne nouvelle, annoncez-la, M. Poirier. Vous n'avez pas besoin d'être inquiet, M. Poirier. On me rendrait service alors que vous seriez malheureux. Monsieur Poirier. Le Poirier, M. Poirier produit quoi? Lorsqu'on le brasse, qu'est-ce qui tombe, M. Poirier? Il tombe du Poirier, M. Poirier des bois. Le fédéral... Depuis le début, 11h15, nous avons traité de sujets d'autres. Le fédéral donne-t-il vraiment l'exemple en ne payant pas ses comptes d'électricité? À Kanasatake, bien sûr, des maisons occupées illégalement par des bons petits bébés, des vaches sacrées intouchables. Et ça, c'est le ministère de Ron Owen des Affaires indiennes. Le ministère le plus abject, le plus dégueulasse, le plus scandaleux, le plus sale de ce gouvernement. Et personne n'ose s'attaquer, faire une enquête pour nous débarrasser de cette cochonnerie qui coûte 6 milliards à l'année. Madame Gila Sroka, de la Tribune juive, n'y est pas allée avec le dos de la cuillère tout à l'heure, en faisant des suggestions à Lucien Bouchard. Elle dit carrément qu'on ne devrait pas, pendant 3 mois, payer nos comptes d'électricité au Québec, tellement il y a des scandales de ce côté-là. Les HEC ne placent plus aussi facilement, pas rien que les HEC et l'université en général, ne placent plus aussi aisément ces étudiants chevronnés et diplômés avec un bac ou une maîtrise. Il y a 400 000 cardiaques connus au Québec. Voilà ce que le téléphone peut venir les aider. Oui, par téléphone, on peut, grâce à cette nouvelle société, peut-être en tout cas, épargner son cœur et épargner sa maladie, parce qu'on dit qu'il y a quand même 25% des Québécois cardiaques, lorsqu'ils téléphonent pour aller se rendre à l'hôpital, meurent avant d'arriver parce qu'ils ne savent pas quoi faire exactement. Nos bons petits bébés prisonniers, encore une fois, après les beaux logements de la semaine passée, sont très, très, très mal traités. Le fédéral, encore le bon fédéral de Paul Martin, leur paye pour 180 000 $ de capote, de préservatif si vous préférez. Après tout, on a beaucoup de relations sexuelles en prison. On reçoit des filles, des Playmates, du magazine Playboy, des belles filles de la page centrale aussi, d'autres magazines cochons. Comment s'appelle l'autre? Penthouse. Alors, toutes ces filles vont passer les fins de semaine en prison. Alors, il faut avoir des relations sexuelles et le fédéral paye les capotes. Pensez pas que c'est pas beau, ça? Et le fédéral, ouais, petit maudit. Le fédéral paye aussi plus d'1 million de $ pour agrémenter les émissions de télévision par câble. Parce que les prisonniers n'aiment pas tellement regarder Radio-Canada, TVA, ou encore 4 saisons. Ils veulent regarder les postes américains. Alors, le fédéral paye le câble. Monsieur Émilien Lachance, un homme qui a la chance, il a eu la chance de son bord, il a été chanceux, il y a 101 ans. Trois-Rivières-Ouest, on lui a rendu hommage ce matin. Ce jeune homme de 101 ans conduit encore sa bagnole, son véhicule, prend son petit verre de cognac à tous les jours, après un bon verre d'eau, bien sûr, et il s'est fait une blonde âgée de 88 ans. On a le droit de rêver, le rêve est une clé d'évasion, et Laval le rêve toujours. Avec son député, d'ailleurs, de Vimont, M. Clich, on rêve d'un métro. Ça coûterait 400 millions, mais M. Clich dit qu'il ne lâchera pas ce dossier pour les Lavallois. Le tunnel est déjà à moitié creusé sous la rivière des Prairies, et on pourrait faire un métro qui mènerait jusqu'au centre commercial, le gros centre commercial, boulevard Saint-Martin. Ensuite de ça, Pélican, un fabricant de Laval encore, qui fabrique des pédalos, veut doubler son chiffre d'affaires. Ils sont déjà présents dans une quinzaine de pays où il y a des plages, on vend des pédalos, alors on va être présent dans une trentaine incessamment. Et puis la petite minorité, Alliance Québec, va nier ça, ces chiffres-là. Oui, la petite minorité anglo-québécoise, la pire, la plus chialeuse de la Terre, eh bien, est une des plus dorlotées, selon une étude d'un professeur. Est-ce que nous avions besoin d'une étude pour apprendre ça, que cette minorité est la plus chouchoutée par les Paul Martin de ce monde?
Eh bien, 790-0224 pour Montréal et la région. Le réseau, nous vous saluons au 1-800-667-5241. Les abonnés de Belle Mobilité peuvent composer étoile 790. Nous débloquons les lignes à l'instant et on va au public en délire immédiatement après. Bon, alors, il est déjà 13h17. Nous allons y aller avec un premier intervenant, un monsieur du centre-ville. Monsieur Jean-Jacques, bonjour. Bonjour, Monsieur Proulx. Oui, monsieur. J'ai un grand respect et une grande admiration pour vous. Oh, c'est pas nécessaire. Parce que vous allez habituellement au fond du caveau. Oui. Alors, c'est ça que j'aime. Oui. Il n'y a pas de demi-mesure. Et là, vous voulez me parler du merveilleux gouvernement. Lequel des gouvernements? Celui d'Ottawa ou du On Québec? va parler des deux. Des deux. Vous êtes au courant de la curatelle publique? Oui. Alors, j'aimerais que vous parliez de la curatelle quand vous aurez l'occasion et l'opportunité de le faire, parce que c'est un dossier excessivement grave et important qui concerne à peu près 20 000 individus et qui est administré par le gouvernement qui chiffre un montant total de 200 millions par an. Tant que ça? Oui. Ça, c'est des gens, par exemple, qui en héritage n'ont pas mis de tuteur et à un moment donné, le gouvernement doit rentrer pour faire de l'ordre là-dedans en mettant la fortune du gars qui est mort sous la curatelle. Absolument. Il y a deux items. Soit que le type qui fait un testament ne fait pas de mandat d'inaptitude. À ce moment-là, c'est très important que vous le sachiez, que vos auditeurs le savent, parce que si vous n'avez pas de mandat d'inaptitude, si vous tombez malade, au point de vue psychiatrique, à ce moment-là, vous pouvez, si vous n'avez pas d'exécuteur testamentaire avec mandat d'inaptitude, et si vous tombez malade mentalement, automatiquement, vous tombez sur la curatelle. Exact. Vous êtes notaire, monsieur? Non. Non. Alors, si vous avez un mandat, vous nommez des gens qui vont exécuter, qui vont gérer vos biens, et vous êtes évité de la curatelle. Donc, c'est très important. Oui, mais pourquoi? Ça a l'air à vous faire peur, la curatelle? Non, non, non. C'est parce que moi, j'ai déjà passé dans la curatelle. Oui. Et j'ai été exploité, mal administré, mal géré, parce qu'il y a beaucoup d'incompétences dans ce domaine-là. J'ai des lettres, des preuves, et même, je crois que vous avez un dossier sur la curatelle, vous. Ben, j'en sois assez, mais il se peut que j'ai reçu le vôtre. Oui. Et vous dites qu'il y a 200 millions de dollars. Par an, administré par la curatelle, et ça fait 50 ans que l'organisme existe. Mais ça prouve une chose, c'est que les Québécois sont très négligents, ne font pas de testament, ou bien lorsqu'ils le font de travers, ou encore, s'ils le tombent malade, ils ont oublié d'en faire un et mettent un exécuteur testamentaire. Non? Absolument. Et il y a un autre item aussi, c'est que si un type va dans un hôpital psychiatrique, soit par stress, qui est devenu déséquilibré mentalement, soit par la perte d'un être cher, soit par un accident, si le psychiatre voit que le type ne peut pas s'autogérer, à ce moment-là, il va référer à la curatelle. Oui. Alors, à ce moment-là... Oui, mais il faut bien qu'il y ait une autorité, monsieur. Si je meurs demain... Mais une autorité qui soit bien gérée. Oui, d'accord. Mais admettons que j'hérite. Demain, moi, mon père, mon oncle meurt, me laisse 3 millions. C'est évident, il y a mes cousins, tout le monde dans l'entourage qui m'envie, me jalouse. Il y en a quelques-uns là-dedans qui ne sont pas inscrits, m'amènent en cours, me contestent pour avoir la fortune que m'a laissée mon grand-oncle. Et moi, entre-temps, mon grand-oncle, bon, il n'est pas mort, mais il a fait le testament, et il tombe malade, il devient fou. Il faut qu'il y ait une autorité par-dessus lui pour prendre soin de la gestion de cette somme, pour voir si l'équité va être respectée. Vous avez raison, mais à ce moment-là, dans votre testament, vous devez prévoir que 2, 3, 4 exécuteurs testamentaires au cas que l'un des deux ou les deux tombent malades. Oui, mais avant d'arriver à la curatelle, monsieur, normalement, on nomme un exécuteur testamentaire. En second lieu, on nomme aussi un ami, un homme ou une femme de l'extérieur de la famille. Donc, il y a 2 étapes avant d'arriver à la curatelle. Oui, mais dans tout testament, il faut un mandat d'inaptitude, sinon, même si vous avez des exécuteurs testamentaires, si vous n'avez pas de mandat d'inaptitude dans votre testament écrit par le notaire, avec des gens que vous avez choisis au cas d'inaptitude, automatiquement, vous tombez sur la tutelle de la curatelle. Alors, en un mot, vous conseillez aux gens d'aller voir le notaire, même si c'est 100 ou 200 piastres pour faire un testament, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Oui. Il y a des gens qui vont vous répondre, oui, mais j'ai 40 ans, et puis je fais un testament, on va payer 200 piastres, et si je meurs rien qu'à 90 ans, il risque d'être périmé, les gens sur lesquels j'ai inscrit une partie de mon héritage sont décédés, ou on a divorcé, je me suis fait une nouvelle blonde, je ne veux plus avoir ma femme là-dessus.
Alors, ça va être un éternel recommencement, c'est ça qu'ils vont vous répondre. C'est pour ça que je vous dis... vous avez partiellement raison, mais vous savez qu'un testament peut être changé tous les jours. Oui, on peut faire ce qu'on appelle pas un affidavit, une modification, là, oui, mais ça peut être contesté, hein. On peut faire des études sur la graphologie, à savoir si c'est bien. Oui, mais non, mais je dis, vous passez devant notaire avec des témoins. Oui. À ce moment-là, vous êtes toujours protégé. Alors, si vous avez un dans le paysage qui disparaît, vous en avez un autre. D'accord. Ben, monsieur, et des gens qui acceptent. Mais j'aimerais que vous preniez les dossiers que vous avez et que vous les sensibilisiez l'opinion publique pour voir ce qui se passe réellement à la curatelle publique où c'est un fouillis actuellement. Moi, j'étais sur le curatelle, on m'a fait payer 21 000 piastres d'impôts pour rien. Pour rien. Oui. Et quand j'en suis sorti par la Cour supérieure, eh bien, on s'est aperçu, on a corrigé la fiscalité et il a fallu que je me batte pour me faire payer mes intérêts composés sur ma fiscalité. Ah oui? Oui. Et en plus, il n'y a aucune comptabilité dans les comptes de dépenses pour ceux qui sont sur la curatelle dans les familles d'accueil. Et on paie 2 000 $ par an pour se faire gérer. Donc, ce sont des incompétents, des gens qui gèrent mal, parce que souvent, ce sont des candidates politiques qui sont référés là. Vous me suivez? Ben, c'est supposé d'être des grands professionnels qui font un serment d'honnêteté. C'est supposé. Oui, c'est supposé. Mais, M. Jean-Jacques, j'aurai du temps en avant de moi, là, avec la période de Pascal, et peut-être j'aurai l'occasion d'inviter quelqu'un pour me parler de la curatelle, un notaire et d'autres membres, peut-être un membre du gouvernement. Ça serait intéressant. Je vous remercie beaucoup. Mais ça serait bon aussi d'appeler... je crois qu'il y a un organisme, j'ai fini, qui s'occupe de la surveillance de curatelle pour avoir les deux versions. Oui, ceux qui sont chargés de surveiller la curatelle et M. le curateur, et vous pourrez toujours appeler mon recherchiste. C'est parce que là, il y a un nouveau... Mais M. Jean-Jacques, il y a beaucoup de gens... Oui. D'accord, mais il y a beaucoup de gens derrière vous. Oui. Alors, merci beaucoup. Excusez si je vous ai coupé promptement. On a M. Cardinal maintenant du Mont-Saint-Hilaire. Bonjour, M. Cardinal. Oui, bonjour. Alors, M. de Saint-Hilaire, Cardinal. Voilà, je m'excuse si la ligne est un petit peu mauvaise. Je suis sur mon cellulaire. Oui. Donc, je vous appelle parce que ce matin, j'ai eu, par le réseau Internet, à contacter la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Ce qui m'a surpris, c'est que la totalité de la documentation qu'on m'a fait parvenir est uniquement en anglais. Mais c'est normal, monsieur, vous êtes au Québec, après tout. Oui, j'ai... Évoluez, monsieur Cardinal, de grâce. Voilà. L'avenir est à l'anglais. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté les personnes en charge sur le boulevard Lanteria à Longueuil. Des producteurs de quoi, ça, monsieur, vous dites? Des producteurs de sirop du Québec, en fait, la Fédération des producteurs de sirop d'érable du Québec. Eh bien, ça colle. Oui, ce que j'ai trouvé drôle, c'est pour une étude que mon fils voulait faire là-dessus, au collège, et puis j'ai été surpris, en fait, surpris d'apprendre que si on représente 70% la production du sirop à travers la planète. Par contre, on n'est même pas capable, dans notre propre province, de donner de documentation aux gens qui l'habitent. Alors, les habitants du boulevard Roland-Terrien, qui est actuellement en réparation à Longueuil, ville hautement anglaise, produisent donc des documents en anglais. Mais ils vont vous dire, monsieur, on produit 70%, et puis on envoie ça au Japon, et c'est pour ça que nos documents sont en anglais, parce que le Japon est notre plus gros client. La Suisse, la France, l'Allemagne achètent beaucoup aussi. Oui. Et pendant ce temps-là, ce sont les plus gros producteurs de sirop d'érable. Comment ça qu'on va le droit à des bons prix, des prix privilégiés dans ce cas-là? C'est ce que je pensais, moi aussi. Par contre, dans la documentation que la Fédération m'a fait parvenir, les Québécois sont quand même les plus gros consommateurs de sirop d'érable au monde. On peut bien avoir des crises cardiaques. Donc, à ce moment-là, en tous les cas, moi, comme je vous dis, je voulais quand même le mentionner parce que, en tout cas, je trouve ça extrêmement frustrant. Là. Ça en fait une qu'on embarque par-dessus le tas. Les producteurs de sirop d'érable. Les producteurs acéricoles du Québec qui sont pas capables de nous fournir de la documentation en français. Par contre... Oui, mais avez-vous appelé pour demander à l'imbécile qui vous a envoyé ça? Comment ça se fait ça en anglais? Ah, c'est une imbécile. Une imbécile malheureuse. Vous demandez à cet imbécile... elle m'a dit qu'il travaillait ardemment à faire la traduction en français. Ben, j'ai dit non, vous devriez par contre travailler ardemment à faire la traduction en anglais. Mon voyage. Je n'ai pas eu de réponse de ça, en tout cas. C'est pas grave, ça les dérange pas, monsieur. C'est ça, la tragédie. Exactement. C'est quand j'entends Mme Louise, la ministre responsable, puis l'autre, redresser, puis on aura un rapport, puis on va améliorer, puis M. Brochot m'appelle constamment. Ils ne savent pas qu'on est mort. On est mort.
quand vous entendez une maudite folle à la tête d'un organisme comme ça vous répondre de la sorte, quand vous voyez tous ces maudits fous défiler à la télévision avec des affiches anglaises puis qui nous disent au Québec que c'est français, c'est pas vrai. Exactement. Quand vous entendez le maire qui sait même pas parler français lui-même, qui vient dire encore ce matin qu'il va aller répéter à Québec, faut assouplir, Voilà. monsieur, c'est que nous sommes morts. Ben, moi, ce qui me fait rire un peu dans tout ça, c'est que ce soir, je vais avoir expliqué à mon fils de 15 ans comment ça se fait que dans sa province, il n'est pas capable d'avoir de la documentation sur la Fédération des producteurs de sirop du Québec, qui, dont, d'après moi, là, mon humble opinion, 90% des producteurs sont probablement des francophones. Ben, c'est évident. Alors, la Fédération des producteurs de sirop d'érable du Québec, boulevard Roland-Terrien, vous êtes une bande d'enculés. Ben, merci beaucoup, monsieur, ça m'a fait plaisir. Moi de même. C'était monsieur Cardinal du Mont-Saint-Hilaire, un mont où on produit du sirop d'érable et où on reçoit les soucoupes volantes. Demandez à monsieur Cazot et aussi à monsieur Richard Glenn, le Mont-Saint-Hilaire. Il y a beaucoup de soucoupes volantes. C'est peut-être parce qu'on vend notre sirop d'érable aux Martiens. C'est pourquoi on s'est intéressé à eux en anglais. C'est une langue universelle. C'est une langue, effectivement, de galaxie. CKAC 730, Montréal. Une station du réseau Radio Média. Il est 13h32 minutes. Nous allons du côté de Saint-Léonard, une dame. Bonjour, madame. Oui, bonjour, M. Proulx. Oui, madame. Moi, je voulais intervenir là, au sujet de la conversation que vous avez eue tout à l'heure avec le monsieur qui parlait là, pour les électrocardiogrammes. Là. Oui, par téléphone, oui. Oui, par téléphone. Je suis vraiment pas convaincu de ça. Moi, la semaine dernière, j'ai été malade. J'ai fait venir Urgence Santé. On m'a pris un électrocardiogramme à la maison. Il était positif. Donc, d'après eux, il n'y avait rien. Mais ils n'ont pas pris de chance parce qu'il y avait des serments, en tout cas, les symptômes d'une personne qui faisait d'angine, si vous voulez. Oui. Alors, je me suis présenté à l'hôpital. J'ai rencontré 2 cardiologues. Et puis, j'ai passé des examens plus approfondis. Et puis, on m'a déterminé angineuse. Ils sont obligés de me mettre des pattes de nitro maintenant que je porte indéfiniment. Ah oui. Alors, la lecture peut être positive, mais... ça veut rien dire. Oui, je suis pas convaincu là, du projet de cette chose-là, moi, là. Pas pour les cardiaques. Dites-moi donc en quelques mots, faire de l'angine, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, une pression sur le cœur, c'est quoi? Si vous avez les serrements à la gorge, vous avez les serrements à la poitrine. Ah oui? Beaucoup de serrements, puis vous avez comme beaucoup de nausées quand vous allez vomir, mais tu vomis pas, là. Ça, c'est les premiers symptômes. Puis, vous avez des douleurs au bras gauche. Ça, c'est pas un infarctus, ça? Mais ça c'est l'infarctus, c'est si vous avez la douleur au bras gauche. Mais l'angine, c'est la douleur dans le centre de la poitrine, des serrements de gorge puis des nausées. Comme quelque chose qui vous serre, qui vous pèse sur... Ah oui, là, vous allez mourir. Vous allez mourir. Alors, je suis pas vraiment convaincu là, de ce projet-là, moi. Mais madame, vous pouvez toujours téléphoner, avoir de meilleurs renseignements au 845-0300. Oui. Demander tout simplement, ça coûte rien. Non. Je vais prendre ça, c'est ça, je vais prendre ça. Je vais essayer ça, mais je voulais vous donner mon opinion. Ben, ça me fait plaisir et ça fait réfléchir ce que vous dites, effectivement. Oui. 845-0300. Et bonne chance, madame. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Au revoir. De Saint-Léonard, revenons à Laval. Bonjour, monsieur. Monsieur Proulx? Oui. Ici, oui, bonjour. Moi, c'est pour vous parler de nos fameux gouvernements quand ils disent on va mettre tant d'argent pour faire une réparation, une rénovation de route, tant de millions. On dit comme de Hippolyte Lafontaine, 25 millions. Là. Oui. Je voudrais bien savoir comment est-ce que c'est qu'ils récoltent là-dessus, eux autres, sur une dépense de 25 millions. L'entrepreneur? Non, le gouvernement là, qui vient récupérer, lui, là, en impôts, par-ci, par-ça. Là. Ah, ben il doit récupérer à peu près 40 Moi, si mes chiffres sont bons, là, en 63, il y avait un gars qui m'avait déjà dit au gouvernement, dans le temps, on ne payait rien en impôts. Sur 1 million de données de contrat dans ce temps-là, le gouvernement allait chercher 2 millions. Imaginez-vous donc à cette heure le montant qu'ils peuvent aller chercher. Oui, mais écoutez, ça paraît fantaisiste. Si je donne un contrat de 25 millions, bon, j'ai 200 ouvriers qui travaillent sur la réfection du pont-tunnel. Ils gagnent, je sais pas moi, 40 000 $. Je vais aller leur chercher 20 000 $ chaque. Vous pouvez calculer ça. Plus les matériaux que l'entrepreneur devrait acheter pour réparer mon pont-tunnel. Il paye des taxes là-dessus, là, je sais pas c'est combien, 15 de TPS, TVQ maintenant. Bon, plus peut-être d'autres taxes, puis CSST, etc. Mais je pense pas qu'il aille chercher quand même le double. Moi, je dirais qu'il aille chercher à moitié.
l'équipement qui opère, puis le fioul, la taxe sur le fioul, puis la taxe par ici, puis là, crème, les derniers mois, en 93, le dernier gros salaire que je faisais, par 15 jours, les deux, ils venaient me chercher 2500 pièces. Ah oui? Et les petits salariés. Oui, c'est pour ça que si nous n'avions... Mais le problème, monsieur, c'est vrai ce que vous dites, mais nous n'avons pas de marge de crédit. Notre carte de crédit est surchargée. Si nous n'avions pas de dette sur la carte de crédit, comme le suggère Bouchard, vu l'éliminer en 2 ans, ben avec la carte de crédit, même si on a une dette accumulée, on a le déficit, mais même si on a une dette accumulée, avec une carte de crédit libre, là, je peux emprunter quelques millions puis dire, faites-moi-en beaucoup des travaux semblables. Je sais que je vais récupérer à peu près 40 en taxes et en impôts, mais j'ai même pas les moyens d'emprunter à la banque puis dire, je veux faire l'autoroute 13 et la terminer, je veux faire le pont-tunnel, je veux faire ci. Je peux pas me lancer dans des grands travaux. Je n'ai pas de marge de manœuvre. On dit que la Chine est un pays pauvre. Mais la Chine est le pays le plus sollicité par les capitalistes du monde parce qu'ils n'ont pas de dette. Ils sont 1,5 milliard et ils n'ont pas eu de carte de crédit. Il n'y avait pas le même système que nous. Oh, ils ont un pouvoir d'emprunt extraordinaire. On peut leur construire n'importe quoi. Les Chinois vont dire, ouais, mais payez-le parce qu'on va l'argent. Mais on sait qu'on pourra se servir à même l'utilisation que les Chinois en feront. Alors que nous, c'est pas le cas. On a une carte de crédit chauffée à bloc. On peut pas emprunter, on est menotté. Fait que c'est vrai ce que vous dites. Si nous avions le pouvoir d'emprunter et faire des travaux publics, je suis presque certain que j'avais raison, mais je pense pas qu'on aille chercher le double quand même. D'après moi, on irait chercher 40 à 50 Parce que il me faut penser à un gars, eux autres, le gouvernement, un gars, il sait qu'il y a de l'ouvrage, mais il ne veut pas y aller en code. En code, qu'il l'engagerait. Hein? Moi, crème, c'est pas laissez-moi dessus de BS, puis c'est le chômeur qui va venir à bout de remplir mes 2 titres. J'avais raison, mais pour faire des grands travaux, j'ai pas les moyens d'emprunter. Par contre, ce que nous pourrions faire, c'est changer les lois syndicales et voir en sorte à ce qu'on utilise au moins 400 000 BS qui ont des broyes de la santé et leur dire un supplément, vous allez nous faire des travaux publics. Mais je pense pas que ce soit demain la veille pour ça. À la place, on a des programmes niaiseux à les inviter à gratter du papier, puis à devenir coiffeuses, et puis à finir leur 12e année où ils apprennent rien, absolument rien, alors qu'on a tellement de travaux publics à faire, on a tellement d'entretien, on a tellement de nettoyage à faire de berges et de lacs, par exemple, et ça ne coûterait pas tellement cher, à même le réservoir de 5 milliards que coûte l'assistance sociale. Mais parler comme je parle comme un fasciste, monsieur, parce que je vais forcer ces gens-là, et d'autant plus que je vais porter atteinte au merveilleux col bleu des villes, parce que ces gars-là et ces filles-là, je pourrais les faire travailler dans des parcs, le long des berges, des lacs, je pourrais leur faire certains travaux de réfection d'autoroute, mais encore une fois, les cols bleus n'aimeront pas ça. Alors j'ai peur des cols bleus, je ne touche pas, j'en parle, c'est comme essayer de toucher au ministère des Affaires indiennes, c'est pareil, parce qu'on va mal paraître, dit-on. Mais je pense que vous avez raison. Le gouvernement, s'il avait de l'argent, il pourrait emprunter des sommes et faire des grands travaux et récupérer une bonne partie en taxes et en impôts. M. Boivin, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Nous avons une dame maintenant de Laval. Bonjour, madame. Oui, bonjour, M. Proulx. Bon, on dit qu'on a du Laval aujourd'hui, toutes des Lavallois et Lavalloises qui appellent. Ah, ben il y a quelque chose, là. Il parle du métro. Oui. Puis on n'est pas bien d'accord avec ça, nous, qui fait le métro. Pourquoi donc? Ben, c'est que nous, on voit les autobus qui passent le jour, le soir, ils sont presque vides. Il y a quasiment pas personne dans les autobus. Ça, c'est encore une cochonnerie dans laquelle il faut mettre la hache de maintenir les chauffeurs payés 60 000 à travailler le tiers de leur temps. Oui. C'est un scandale à Laval. Je comprends pas que vous soulevez pas les Lavallois. Mais là, le métro, c'est 400 millions, madame. Oui, puis là, monsieur, moi, j'ai une maison là, qui est bien ordinaire. Et puis, c'est loin d'être un château, là. C'est un bungalow, mais je paye 2000 piastres de taxes par année. Avec un métro, attendez-vous à augmenter ça? Bon, c'est justement... Fait que là, s'ils font un métro, imaginez-vous les taxes, combien ça va monter. Ça n'a pas d'allure, là. Bon. Oui, mais par ailleurs, imaginez-vous la dynamique économique que le métro amènerait chez vous. C'est ça. Non, mais je dis la dynamique économique. Donc, nombre de Montréalais iraient chez vous. Nombre d'étudiants utiliseraient le métro pour venir à Montréal ou vice-versa. L'achalandage serait bénéfique pour votre ville.
Bien, c'est que là, il parle de faire le métro, là, ça me manque pour traverser la rivière. Non, on parle de le mener jusqu'au grand centre commercial. Comment ça s'appelle, votre centre commercial chez vous, là? Le Carrefour Laval? Voilà, jusque-là. Bon. Mais on en parle, madame, ça, c'est comme à Valleyfield. On parle d'amour, il se passe jamais rien. Alors, c'est pareil. Oui, mais là... On en parle. Ils ont fait un beau terminus, là, l'autre bord de la rivière. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, là? Je sais pas. On attend. Je sais que la moitié du tunnel est creusée sous la rivière. Ça prendrait pas grand-chose pour finir le tunnel. Mais... Oui, mais ils ont déjà fait une pétition ici, là, je me souviens. Et puis les gens, s'ils n'étaient pas tellement d'accord avec ça, le métro ici. Bon, c'est parce que... Dans le temps, là, il en parle de ça, là, dans le temps de le docteur Paiement, là. Et puis lui, il parlait de faire ça, là, je sais pas si vous vous souvenez, le Fauché, au coin de quartier, boulevard des Laurentides. Et puis il parlait, lui, de faire ça là, le métro. Oui. Dans le temps, là. Oui. Mais madame, le métro de Montréal, on en a discuté pendant 50 ans avant qu'il vienne. Et la canalisation de Saint-Laurent, on en a discuté exactement pendant 50 ans. Oui, mais moi... Ne soyez pas inquiète, ce ne sera pas demain la veille. Non, mais j'espère, parce que là, moi, ici, on est environ 300 000. On n'est pas autant qu'à Montréal. Là, à Montréal, avec la population qu'il y a là, peut-être que là, ça valait la peine, mais ici, là, je trouve que... Oui, mais Montréal a perdu beaucoup de monde aussi. Oui, mais Montréal a perdu beaucoup de monde. Madame Trudeau, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Là-dessus, mesdames, messieurs, je termine en saluant un gars qui a son voyage. Il n'est pas un voyageur du métro, c'est monsieur Michel de Mainville. Il y avait aussi Madame Lucie Paré, une adepte du métro. Elle se tient là tous les soirs, d'ailleurs, c'est de la voir, après ses heures de travail. Kim Larouche n'a jamais traîné dans le métro. Elle n'a pas de couteau ni de poignard. Tandis que Pierre-Philippe Gingras est un adepte du métro. Il est muni, d'ailleurs, de revolver à poivre pour se tenir dans le métro. Je vous souhaite une très bonne nuit en disant aussi bonsoir et bon sommeil à Monsieur Pierre sur 4 roues Charrette, qui, lui, est un adepte du métro, mais préfère les trains quand même, ça fait plus de bruit. Bonsoir tout le monde, je vous souhaite une excellente nuit. Demain, nous allons diffuser depuis la vieille capitale. Voilà. Je suis le seul passager pour la Guadeloupe. Eh oui, l'hiver est fini, c'est le grand dégel. Grand dégel? Mais oui, le solde grand dégel de distribution consommateur. Jusqu'au 23 mars, il y a un rabais de 15 sur tout le stock en magasin. 15 sur tout? Sur les montres et les bijoux, il y a même jusqu'à 40 de rabais. Oui, mais les autres passagers... Oh, ils doivent tous être à distribution consommateur. J'étais là, moi, ce matin. 15 Je vous fais un bon punch. Oui, mais 15 Le solde grand dégel de distribution consommateur. Seulement jusqu'au 23 mars.